Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans mon humble cabinet. J'espère que vous vous portez toutes et tous extrêmement bien en cette bien délicieuse soirée. Si j'ai l'air légèrement transpirant ou essoufflé, c'est parce que c'est le cas. J'ai eu un petit souci de carnet qui finalement était sur le plateau, mais j'ai quand même cru qu'il n'y était pas, donc j'ai tapé un aller-retour. Heureusement, ma condition physique irréprochable de footballeur professionnel m'a permis de le faire en un temps record, pour rien, puisque au final, il était quand même là. Aujourd'hui, nous recevons une invitée extraordinaire, une invitée avec qui on a assez peu apparu ensemble sur Twitch, ma foi. Ouais. Il s'agit d'Ava Mind. Ava, comment ça va? Bah écoute, ça va, je suis contente d'être là. Merci Ouais. de m'avoir invitée. Ça Bah, fait ça plaisir. fait plaisir. Depuis le temps que mon chat me disait mais quand est-ce que tu fais cette émission? Ouais. Jamais on verra, hein. Mais là ça se fait, c'est cool. Ça fait Alors, plaisir. On a un gros écho sur le micro d'Ava sur le plateau. Si on peut juste ne pas la voir, ce serait un peu plus On m'entend agréable. très je fort. pense. Là je crois que... Ah non, non on m'entend très fort. Ok, bon, on va se débrouiller, on va régler ça tout de suite. Alors dis-moi, est-ce que tu es bien installé déjà dans Ouais. cet horrible canapé? Nickel. De toute façon, si tu m'avais prévenu, peut-être que je vais avoir l'air un peu avachie, parce que je me vois pas, mais je suis très bien. Ok, très très bien. Alors qu'est-ce que tu attends un peu de cette séance, de cet échange qu'on va avoir ensemble? Je suis curieuse de savoir ce que ça peut me faire sortir par rapport à ce que je pourrais déjà délivrer en stream. Parce que j'ai tendance à assez facilement parler de situations qui me sont arrivées ou de ma vie, justement pour faire écho à ce que les gens me disent dans le chat aussi, pour une forme de réciprocité. Donc, j'ai pas trop de tabou en live sur ma vie, on va dire. Ouais. Du coup, je suis assez curieuse de voir ce que ça va me faire sortir, que je n'ai jamais dit, justement, peut-être, tu vois. Je vois très bien. Ok. Alors je précise avant toute chose aussi que donc l'exercice qu'on va faire ensemble ici, c'est vraiment un exercice de discussion. C'est pas du tout à but médical ou thérapeutique, hein, évidemment. C'est voilà, plus une mise en scène qui pourrait rappeler évidemment le cliché du rendez-vous chez un psychologue, mais il n'est évidemment pas le cas ici d'une thérapie, on va dire, officielle. Voilà. Mince, moi qui pensais pas payer. On en parlera plus tard. Alors, je vais te poser 2-3 questions pour que tout se passe bien entre nous. Déjà, avant toute chose, j'aimerais savoir, est-ce que tu as une bonne mémoire? Il me semble que pour les événements importants, oui, mais pour tout ce qui est dans l'instantané, je suis assez mauvaise. Ok, donc on va avoir plutôt des bonnes choses sur le long terme, mais Oui, oui, oui. récemment un peu galère. Le day-to-day, par exemple? Ouais, le day-to-day ou les choses qui sont pas liées à l'humain, je crois. J'ai du mal à m'en souvenir, mais par contre, ce qui est lié aux autres ou aux événements que j'ai vécus avec eux, je m'en souviens plutôt bien. Ok, très bien. Et j'aimerais savoir, parce que forcément, tu streams, donc tu sais qu'on a tous une peur particulière, en tout cas une petite crainte. Quel est ton rapport au silence? En stream, tu sous-entends? Ouais, Ou en général dans la vie? les deux. En stream, ça arrive pas parce que je crois que je suis trop pipelette pour que ça arrive. Vraiment, je crois que c'est jamais arrivé, même au tout début, quand il y avait pas grand monde sur mon stream, ça n'a jamais été une problématique parce que j'en attendais pas grand-chose en vrai à la base au tout début, donc moi je faisais un peu mon truc. Et dans la vie, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange, au contraire, c'est plutôt quelque chose qui m'entoure. Et je dirais même que j'ai tendance à dire que par exemple, quand je suis amoureuse de quelqu'un, c'est quasiment sûr quand j'arrive à partager un silence agréable avec elle et que c'est pas pesant justement, ou même avec un ami, tu vois, et qu'en fait on peut se comprendre dans un silence sans que ce soit pesant. Donc c'est pas trop une problématique. Ok. Alors je te dis ça surtout parce qu'il risque d'y en avoir quelques-uns Ouais. aujourd'hui. Donc non, t'inquiète. Voilà, ne prends pas peur. Si tu veux les combler, tu peux. Hein, n'hésite pas, c'est un réflexe que je pourrais comprendre. Alors j'aimerais, s'il te plaît, si tu le veux bien, que tu commences par me raconter ta vie, globalement, de ton souvenir idéalement le plus lointain à aujourd'hui, sachant que ça peut être dans un ordre chronologique ou pas. Tu peux faire des sauts dans le temps absolus, tu peux revenir en arrière, tu peux faire des ellipses, tu peux complètement changer les identités des gens que tu vas mentionner, tu peux omettre des choses, tu peux mentir. Bref, tu peux faire ce que tu veux. Mais que je puisse retracer un petit peu qui tu es, d'où tu viens et où est-ce qu'on va aller ensemble aujourd'hui. Ok. Alors, le souvenir le plus vieux que je vais avoir, en fait, c'est plutôt ce qu'on m'a raconté, mais moi, je suis née en Normandie à la base, mais j'ai grandi à Toulouse. Je crois que j'ai dû rester jusqu'à l'âge de mes 2 ans, mais j'ai absolument aucun souvenir de cette période-là en Normandie. Tout ce que je sais, c'est que j'étais vraiment
très très proche avec mes cousins qui étaient un peu comme mes frères, parce que mon cousin a 1 an d'écart avec moi, donc on était vraiment fourrés ensemble H24. Donc c'est un peu comme mon frère. Et après, quand je suis partie à Toulouse, donc c'est ma mère qui a suivi mon père pour aller bosser là-bas. J'ai passé 22 ans de ma vie là-bas, donc au final, je me considère quand même beaucoup plus toulousaine que normande dans le fond, parce que voilà, c'est un peu plus mes racines. Et de Toulouse, écoute, j'ai eu une scolarité, ma foi, assez banale. Je dirais que les choses qui se sont passées dans ma vie, c'était un peu extraordinaire, si on peut dire ça, sont passées après. Mais j'ai fait un primaire privé, semi-catholique, où je savais pas trop ce que je faisais là, mais ma famille était catholique, donc du coup, j'étais catholique. J'ai fait du catéchisme même jusqu'à l'âge de mes 15 ans, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, ça me parlait pas des masses. En fait, je me sentais pas vraiment représentée par tout ça. Donc j'ai décidé, avec tout le respect pour la religion que j'ai, de m'en écarter un petit peu. Mais ouais, j'ai été dans des écoles assez religieuses quand même. Après, je suis rentrée dans un collège public. Et j'étais plutôt la meuf réservée, je dirais. J'ai pas eu de mal à avoir des amis pour autant, mais j'étais pas la personne... on va dire remarquable du groupe, j'étais plutôt la bonne oreille, je pense que je l'ai toujours été. Mais j'étais vraiment beaucoup plus timide que maintenant. Et j'avais un meilleur ami depuis des années maintenant, qui a été, je pense, le déclencheur d'à peu près tout le reste de ma vie, parce que j'avais une vie vraiment très tranquille, très paisible. Tout ce que je te dis là avant, c'est très, on va dire pas très intéressant, en soi c'est une vie classique, jusqu'à ce que mon meilleur ami décède d'un accident de voiture où il a été renversé. Et en fait, c'est un truc qui a complètement traumatisé ma personne, mais surtout qui a complètement changé ma vision de la vie, parce que tout ce que j'avais me contentait parfaitement. J'étais pas dans une famille riche, mais j'étais pas dans une famille pauvre. J'avais une famille de smicards qui gère un peu le truc. Mes parents s'étaient séparés, mais il n'y avait pas de gros problèmes. J'étais fille unique. Et puis ce truc-là est arrivé et m'a demandé de sortir de ma condition, on va dire, parce que je me suis retrouvée toute seule. Parce que je me suis rendu compte que j'étais dans des groupes de gens qui étaient vachement associés à cette personne. Et du coup, ça a fait que j'ai dû changer mon caractère pour essayer d'être un peu plus sociable. Alors ça s'est pas vraiment fait en forçant, hein, mais ça m'a endurci. Et ça m'a surtout remis dans une réalité que j'avais pas conscience, que tu peux vraiment perdre les gens et les choses auxquelles tu tiens en un instant, et qu'il faut que tu t'avances dans ta vie, quoi. Faut pas perdre de temps. Et j'ai eu du mal à me refaire des amis très très proches à partir de ce moment-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plein d'amis, je m'entends bien avec beaucoup de gens, mais vraiment ce truc de meilleur ami ou de personne vraiment à qui tu confies autant de choses, j'ai jamais réussi à l'avoir à 100% avec quelqu'un, en tout cas sur le long terme, depuis cette période-là. Je sais pas si c'est parce que j'ai peur de m'attacher aux gens et de les perdre, je sais pas si c'est... J'ai pas trop d'explications. Ce que je sais, c'est que j'ai plein de copains, j'ai plein d'amis, j'essaie d'être une bonne amie, mais j'ai plus ce truc depuis ce jour-là. Et derrière, du coup, j'ai vécu un lycée où je me suis enfoncée dans le néo-métal et la mode emo. Je pense que c'était un peu le mood aussi qui jouait à ça. Et voilà, après, scolarité, en fait, ça a toujours été classique. J'étais pas une mauvaise élève, j'étais pas une très bonne élève. J'étais toujours dans la moyenne et je bossais toujours moyennement jusqu'au dernier trimestre pour passer au-dessus. Voilà, je te dis, je détonnais pas forcément par rapport aux autres personnes. J'étais plutôt dans mon coin. Et ça a fait ça jusqu'à la sortie du lycée. J'ai fait un lycée art plastique en seconde. Fallait faire L. Ça m'emmerdait un peu parce que j'avais pas envie de faire des métiers qui étaient liés au littéraire. Du coup, je suis partie en STG. On a essayé de me décourager en me disant que, je cite, j'avais trop de capacité pour aller en STG, qui était une classe poubelle pour les gens. Ce que j'ai pas trouvé très sympathique pour les STG, parce que c'est pas si simple que ça en vrai. Ce que j'ai compris plus tard, c'est que c'était une classe où en fait tu commences avec plein de nouvelles matières. Donc ça laisse la possibilité à des gens qui ne s'en sortent pas dans des matières classiques d'avoir une nouvelle chance. Ça reste des matières qui sont pas simples non plus.
Mais du coup, je me suis effectivement retrouvée avec je suis devenue la première de la classe, dans ma classe qui n'était jamais arrivée. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de jeunes, soit qui étaient dans des situations plus compliquées que les miennes, soit parce qu'ils n'étaient pas intéressés par ce qu'ils faisaient. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec cette période du lycée, c'est que ça m'a fait côtoyer des gens qui étaient vraiment dans des situations sociales totalement différentes des miennes, que j'avais pas eu contact jusque-là. Parce que moi, j'étais dans le centre-ville de Toulouse avec voilà, des gens qui étaient plutôt classiques ou aisés. Et là, je me suis retrouvée avec, tu vois, c'était mélangé avec des ZEP, c'était des gens qui habitaient dans les cités à côté de Toulouse, etc., qui étaient vachement diabolisés un peu par les petits jeunes de centre-ville. Et en fait, rien de tout ça. Et j'ai trouvé beaucoup d'humanité. Et je sais pas, ça m'a encore plus ouvert à plein de choses et aux gens. Et ça m'a permis, à partir de ce moment-là, de me sentir vachement plus engagée humainement, avec beaucoup de clichés, beaucoup de choses que ça arrivait très jeune, sur lesquelles j'étais pas du tout d'accord, justement, sur les religions, sur le rapport à la culture, sur le rapport à la couleur de peau, des choses auxquelles j'avais pas conscience quand j'étais plus jeune, parce que je pense que je me posais même pas la question. Et puis au lycée, c'est arrivé très très vite. C'est un truc sur lequel ça m'a toujours tenu à cœur. Ce rapport d'inégalité, il me plaisait pas vraiment. Et moi, je pouvais être amie avec n'importe qui. J'en avais vraiment rien à faire de tous ces trucs-là. Et c'est un truc qui est arrivé à partir du lycée, je pense. Et voilà, sortie du lycée, j'avais envie de faire une école photo parce que j'avais envie de faire de la vidéo, de la photo. Sauf que mes parents, qui étaient séparés, n'avaient pas du tout les moyens. J'ai un rapport assez conflictuel, éloigné, on va dire, avec mon père, ce qui fait qu'il payait pas la pension. Et donc, j'ai pas pu faire mes études de photo parce que ma mère pouvait pas assumer ça toute seule avec mon beau-père. Donc, j'ai dû me résigner malheureusement à pas faire les études que je voulais faire. Je me suis pas laissée abattre. Je me suis dit que la photo, on pouvait la prendre de son côté. Et j'ai décidé de rassurer ma mère en prenant les premières études qui acceptaient bien que je rentre dedans. Et donc, je suis partie en tourisme, ce qui est un nom assez drôle, je trouve, pour quelqu'un qui sait pas ce qu'elle fout là. Mais voilà, j'ai fait ces 2 ans. J'en avais un peu rien à faire en vrai, mais je l'ai fait. Parce que ça me permettait de bosser n'importe où, ça me permettait de pratiquer mes langues, ça me permettait de rassurer ma mère. Sauf que, en fait, à cette période-là, j'ai commencé à sortir beaucoup. J'ai découvert la bass music, j'ai découvert les clubs, j'ai découvert que tu pouvais être une autre personne la nuit, que tu pouvais t'amuser, que tu pouvais t'habiller comme tu voulais. C'était vraiment les débuts où j'ai commencé à m'émanciper et à me découvrir en tant que femme, je pense. Dans la façon dont je me sapais, dans la façon dont je me sentais libre de pouvoir danser en dehors de ma chambre, de m'exprimer corporellement, de m'amuser avec mes amis et des premières expériences même qui pouvaient être liées à des choses pas forcément très, très bien, mais qu'on fait toutes quand on est jeune, quoi. Et donc, j'oscillais entre mes études, où j'en avais rien à faire et où je grillais un peu les cours de temps en temps, et toutes les soirées toulousaines, et mon Dieu qu'il y en a eu beaucoup. Et en fait, à force de faire ces soirées, je regardais souvent ce qui se passait derrière et je me disais, ça a l'air cool d'être derrière quand même et de voir ce qui se passe, ça a l'air cool de s'amuser avec tout le monde, ça a l'air cool de bosser là-dedans. Et j'ai commencé à essayer de me faire un réseau pour bosser dans des associations qui permettaient de travailler en fait à la création de soirées à Toulouse. Donc j'ai commencé par des petits boulots. Je fais vos photos, comme ça m'entraînait pour la photo. Je vous aide en tant qu'accueil artiste. Donc en gros, je m'occupais d'aller chercher le coca de l'artiste ou des trucs comme ça, mais j'étais contente. Ça me permettait de ne pas payer mes entrées aux soirées parce qu'en plus, j'avais pas de thunes. Et ensuite, je commençais à faire des recommandations d'artistes parce que je cherchais beaucoup de choses autour de la musique quand j'étais jeune. Et puis en fait, j'ai carrément réussi à finir par bosser en tant que bookeuse sur des soirées où en fait, on venait me consulter en me disant « Qu'est-ce que tu penses de tel line-up, tu penses que qui on pourrait ramener pour que ça ramène du monde, etc. » Et j'étais trop fière de ça, alors que je n'étais pas payée pour tout ce que je faisais, c'était une asso. Mais j'étais trop fière parce que j'avais l'impression de faire un truc stylé, un peu important, on me donnait de la confiance et tout. Mais ça restait un milieu qui est, je pense, un peu sauvage pour une jeune femme de 19-20 ans. Et pas très sain sur plein de points. J'ai vu beaucoup de choses où je me suis dit, oula, c'est pas trop mon délire, le milieu de la nuit quand même.
Et j'ai bien profité. Je pense que ça faisait partie des meilleures années de ma vie parce que c'était que de la découverte. Mais il a fallu à un moment donné que je me dise, ok, tout ça, cette parenthèse, elle est bien sympa, mais je vais pas en faire ma vie. Et donc, qu'est-ce que je fais, quoi? Je vais où? Je reste là à Toulouse, comme la plupart de mes potes, et je fais des soirées, et je vis au jour le jour, et je paye un peu mon appart, ou j'essaie de reprendre le rêve que j'avais de bosser dans l'audiovisuel et de filmer des trucs et faire des trucs un peu créatifs, quoi. Et le truc s'est posé de se dire, à Toulouse, à part filmer des mariages, il va pas se passer grand-chose. C'est pas vraiment ce que je kiffe. Je vais pas faire des after-movies toute ma vie. Et donc j'ai dit, ça m'a pris vraiment comme une envie de pisser. J'ai dit à ma mère, je crois, à l'âge de mes 21 ans, je vais partir à Paris. Et ma mère, elle m'a dit, mais comment ça tu vas partir à Paris? Enfin, tu penses qu'on peut partir à Paris comme ça? Je dis, bah, j'ai des potes, ils ont réussi à le faire, donc je suis pas plus bête qu'une autre, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Et donc, j'ai commencé à trouver le premier travail possible qui pouvait me faire muter à Paris. N'importe quoi, je m'en foutais. J'ai fait plein de petits jobs, c'était pas ça qui allait pour avoir de l'argent, donc c'est pas ça qui allait m'arrêter. Donc j'ai bossé dans une entreprise, je sais pas si on peut les citer. Ah oui, bien sûr. J'ai bossé chez Calzedonia, qui est une entreprise qui vend, j'aime bien en rire, qui vend des chaussettes. Voilà, et des maillots de bain. Mais surtout des chaussettes. Et du coup, j'ai fait ce taf-là pour que dès que ça passe en CDI, je puisse me faire muter à Paris. Parce que quand tu es à Paris, je savais que si tu n'avais pas de CDI, tu ne pouvais pas avoir d'appart. Et moi, je n'avais pas de thunes pour partir comme ça. Je ne pouvais pas squatter chez les gens. Donc, du coup, j'ai décidé de partir à Paris le lendemain de mes 22 ans. J'ai fêté l'anniversaire avec mes potes. J'ai dit au revoir à tout le monde. Et le lendemain, j'étais dans un Blablacar parce que j'avais pas la thune pour autre chose, avec une valise de 25 kilos, avec ma mère qui pleurait à la fenêtre et qui m'a jamais vue revenir, à part pour les vacances, la pauvre, je l'ai revue, habiter à Toulouse. Je suis partie ce jour-là, je suis jamais revenue vivre à Toulouse. Et j'ai déménagé à Paris. Et en plus, j'allais rejoindre un de mes premiers copains de l'époque. Donc, j'étais contente, j'allais vivre ma première romance vraiment avec quelqu'un qui allait pouvoir venir chez moi, j'allais vivre l'aventure, etc. Et en fait, pas du tout. C'était horrible. J'ai emménagé à Paris, j'ai pris le premier appart que j'ai trouvé. C'était à la Goutte d'Or. Pour ceux qui connaissent la Goutte d'Or, c'est pas un endroit hyper ultra safe, même pour une meuf toute seule. Et puis, au-delà de ça, moi, je connaissais pas trop l'endroit. C'était un appartement tout petit, 6e, sans ascenseur, beaucoup trop cher. Et surtout, je connaissais personne. Je me suis rendu compte que, contrairement à Toulouse, où tout le monde se croise, tout le monde se connaît, etc., moi, j'allais vraiment juste travailler et rentrer. Et en fait, j'ai vite réalisé que j'étais obligée de travailler pour payer mon loyer qui était hors de prix. Et en fait, j'avais pas de temps à me dégager pour pouvoir faire ce que je voulais, c'est-à-dire commencer à démarcher des gens et essayer de faire des trucs artistiques et préparer mon book. Enfin, juste, à la base, j'étais venue à Paris pour ça. Et donc, c'était un peu affreux. Je suis un peu descendue dans une réalité où, en fait, tout m'était un peu donné facilement à Toulouse. J'étais invitée en soirée, j'organisais des trucs, j'avais mes potes, j'avais pas de galère d'argent, j'avais mes parents à côté. T'es toute seule. T'es trop fière pour le dire à tes parents que c'est compliqué et t'as pas tes potes. Et en plus, tu vas pas juste les appeler en disant que tu manques et tu veux pas redescendre parce que c'est un échec. Et le pompon sur la Garonne, c'était que la relation dans laquelle j'étais était totalement abusive, où la personne m'a fait beaucoup de mal psychologiquement et physiquement. Et pareil, j'ai eu trop d'ego, j'en ai pas du tout parlé, mais en même temps, c'était la seule personne que je connaissais à Paris. Et je pense que ce qui a entraîné cet abus, c'est que parce qu'elle savait que j'étais son seul point de repère, elle profitait de cette situation pour me faire comprendre que j'avais pas le choix, malgré tout ce qui se passait. Et ça a été vraiment, je pense, on est passé des 2 meilleures années de ma vie à les 2 pires années de ma vie. J'ai eu énormément de mal à m'en sortir de cette situation. Et quand j'ai enfin réussi à m'en sortir, ça avait déjà fait tellement de dégâts psychologiques et physiques, parce que j'ai pris, je crois que j'ai pas pris loin de quasiment 40 kilos à ce moment-là, en fait,
j'ai mis trop de temps à sortir de ce truc. Je ne m'en rendais pas compte. Tout le monde me disait de me barrer, mais ce n'était pas le cas. Et quand j'ai eu le déclic, j'ai viré cette personne, j'ai tout changé dans ma vie. Et en fait, le déclic, c'est un truc qui est totalement lunaire, qui n'est pas de mon fait. C'est qu'un jour, j'étais en train de bosser dans la boutique de chaussettes. J'étais devenue responsable d'un nouveau magasin parce qu'en fait, quitte à bosser dans un truc, autant le faire bien et essayer de monter les échelons parce que j'allais pas faire grand-chose d'autre. J'avais un peu abandonné mon rêve d'artiste, quoi. Je bossais dans mon magasin, j'étais directrice de magasin et je bossais dans un magasin qui était à Clichy. Et je me suis fait braquer. J'étais toute seule dans le magasin. Il y a un mec, on n'était pas loin de Max Dormoy et dans ce coin-là, pour ceux qui connaissent à Paris, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement sous stupéfiants. Et donc, il y a un mec, je pense, qui était en situation un peu compliquée à ce moment-là, qui est rentré dans la boutique et qui m'a menacé au couteau pour prendre la caisse et qui m'a poussée, etc. Et en fait, il n'a rien réussi à prendre et je pense qu'il a autant paniqué que moi et il s'est barré. Mais ce truc-là m'a fait un déclic en me disant j'aurais pu mourir dans un magasin de chaussettes et personne n'aurait rien entendu et ça aurait été vraiment une fin de vie trop nulle. Et tout le monde me demandait comment j'avais pris la situation. J'ai pas trop réalisé ce qui s'est passé, mais par contre j'avais honte en fait de me dire que ça aurait pu finir comme ça alors que c'est pas arrivé. Et en fait, ça m'a fait le déclic de me dire, OK, il y a tout qui dégage dans la vie là, c'est pas possible. En fait, je suis arrivée à un stade où j'ai tout quitté, j'allais très bien dans ma vie, etc. J'avais des rêves et tout, pour finir comme ça, là, crever dans une arrière-boutique avec... voilà, donc ça m'a... Je sais pas, encore une fois, c'est l'ego qui a parlé. Je me suis dit, OK, il y a tout qui dégage. Et du coup, j'ai dégagé cette personne toxique. J'ai dégagé de mon appart. J'ai porté plainte... Enfin, du coup, je savais pas qui c'était. Mais surtout, j'ai attaqué mon emploi pour faute inexcusable de l'employeur, parce qu'en fait, ils n'ont pas garanti notre sécurité. Il n'y avait pas de portique, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de vigile, ce qui est totalement interdit par la loi, surtout quand tu fais fermer quelqu'un tout seul à la caisse, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais aller au prud'homme, parce que ça fait plusieurs mois qu'on leur dit que c'est pas très safe dans la boutique et qu'on les avait prévenus. Ils n'ont rien fait. Donc, en fait, c'est mort, je ne vais pas me laisser faire. Ma famille a essayé de me dissuader. Je me suis dit que dans tous les cas, j'avais pas trop le choix, j'avais engagé les poursuites. Et donc, je me suis mis en accident de travail. Je suis allée au prud'homme, j'ai pris des avocats avec le peu d'économie que j'avais et je les ai attaqués. Et pendant cette période où j'étais en accident de travail, je me suis entraînée chez moi à faire de la vidéo, j'ai mangé du tuto YouTube, etc. Je me suis dit, OK, là, tu as du temps, tu n'as jamais eu du temps pendant 2 ans, il faut que tu apprennes à faire de la vidéo et de la photo. Tu es là pour ça. Et tu apprends, en fait. Tu as que ça à faire, donc tu vas le faire. Et voilà. Et il y a eu 1 an de procédure. Au bout d'1 an, j'ai gagné. J'ai gagné une certaine somme d'argent, je crois que c'était 10 000 balles, un truc comme ça. Ce qui est pas mal. J'avais jamais eu autant d'argent. Et j'ai pas tout cramé. J'ai juste pris ce que j'avais besoin pour faire de la vidéo. C'est-à-dire, je me suis acheté un boîtier, des objectifs, mon Mac. Et après, j'ai juste été déter et je me suis dit, OK, j'ai un peu d'argent de côté pour avoir le temps de lancer mon projet. Et j'ai commencé à faire la vidéo, de la photo, la vidéo, de la photo. Je contactais tous les gens que je connaissais, des modèles Instagram, des trucs. J'étais là, OK, c'est le moment. Je faisais que ça. Vraiment, j'étais pas très, très entourée. J'avais carrément pris une coloc dans un 10 mètres carrés où en fait c'est une amie à moi qui payait un peu le loyer pas cher parce qu'elle voulait être modèle. Et on dormait limite dans le même lit et on était en galère, mais du coup ça me permettait de pas galérer avec l'argent de l'appart à Paris. Et voilà, j'ai fait ça pendant un bon moment jusqu'à ce que je me fasse repérer pour mes vidéos. Mais alors j'aurais pas imaginé que c'était pour ça, mais j'ai bossé à un truc qui s'appelle le Manoir de Paris, qui est un manoir d'horreur. Et en fait, ils avaient besoin de quelqu'un pour faire des vidéos promotionnelles. Donc, j'en ai fait pour eux, mais dans l'horreur, alors que je voulais bosser dans la mode. Mais du coup, c'est drôle, parce que ça t'apprend plein de choses. Ensuite, j'ai bossé pour une soupape de TF1, équivalent Minute Buzz, etc., avec un média qui s'appelait Hiro, qui faisait jeux vidéo, cinéma et musique. Et j'étais devenue leur réal, et j'ai commencé à faire toutes leurs vidéos, un peu format YouTube. C'était vraiment le début des courts formats. Sauf qu'à l'époque, eux, c'était sur Facebook. Et on devait produire quasiment 10 contenus originaux par semaine.
C'était commencer à bosser avec des marques, avec des influenceurs, mais moi, c'était vraiment en off. C'était ultra formateur. Les équipes avec qui je bossais étaient trop intéressantes et tout. Mais la personne qui nous gérait, qui était Maxime Barbier, qui a pas mal de casseroles au cul, nous foutait un peu dans la merde dans le taf. Il y a eu pas mal de soucis où il a fini par être viré par TF1. Donc on n'était plus géré. La boîte coulait un peu. On sentait qu'on n'était plus mis en avant et tout. Donc on a un peu tous pris des chemins différents. Et faut savoir que dans toute cette période entre le moment où j'ai eu le déclic et ce dont je viens de parler, le mal-être que j'avais n'était pas totalement disparu de ce que j'avais vécu. Et j'avais tous les trucs qui ressortaient de l'adolescence que j'avais jamais vraiment digéré avec mon pote qui était parti, qui ont tous explosé d'un coup. Et j'ai continué à être pas bien, mais à pas le dire aux gens. Et du coup, ça a commencé à se voir physiquement parce que je prenais beaucoup de poids. Je commençais à développer des TCA avec ce qu'on appelle de l'hyperphagie, où en fait, je mangeais mes émotions, littéralement, pour pas les faire subir aux autres. Et du coup, j'ai pris beaucoup de poids, vraiment beaucoup. Et ça a continué comme ça pendant un bon moment. Heureusement, j'ai rencontré quelqu'un avec une relation très équilibrée qui m'a fait beaucoup de bien, donc ça a un peu tempéré tout ça. Mais en fait, tout allait mieux dans ma vie. Mais le dernier problème était que physiquement, en fait, ça me rappelait tous les trucs que je venais d'endurer. Tout allait mieux dans ma vie, mais mon corps, en tout cas, prenait les stigmates de mes traumas. Enfin, c'est comme ça que je le voyais. Et je me suis dit, il faut régler ça. Il faut régler ça parce que j'y arrive pas. J'avais plein de soucis avec mon poids depuis que j'étais petite. C'était compliqué. Et donc, quand j'ai décidé d'arrêter mon travail chez Hiro pour me lancer cette fois-ci vraiment en solo, parce que ça y est, je trouve que j'avais assez le bagage nécessaire pour me lancer, pour faire de la vidéo plus créative, plus artistique, j'ai décidé de me faire opérer. À la base, j'allais juste voir des diététiciens, des psychologues et tout ça par rapport à mes problèmes. Et en fait, ils ont posé sur la table le mot sleeve gastrectomie. Et j'avais très peur de le faire parce que je me suis dit, mais quand même, pour moi, c'était un truc qui était vraiment lié aux personnes qui étaient en obésité morbide. Je me sentais pas comme ça et tout. Mais en fait, au vu de mon parcours et de tous les problèmes de santé que j'avais autour de ça, parce que je commençais à avoir de la stéatose au foie, je faisais de l'apnée du sommeil, j'avais de l'anxiété, enfin, ça commençait à être vraiment généralisé, même si je le planquais bien. Ils m'ont dit, en vrai, ça peut vous donner peut-être un nouveau départ. Donc, j'ai fait 1 an et demi de parcours. C'est très long. Avec beaucoup d'examens. Parce que souvent, les gens, quand on parle de ça, ils disent que c'est un truc de facilité. C'est un des trucs les plus durs que j'ai fait, je pense, physiquement. Parce que c'est hyper dégradant. On te met des caméras partout, on te surveille. On regarde ton poids, on regarde comment tu manges, on t'analyse psychologiquement, etc. Tu es obligé de tout lâcher auprès des médecins. Et le coup près est tombé qu'effectivement, je pouvais complètement être éligible à ça. Et donc, j'ai décidé de le faire, sachant qu'on peut en mourir, parce que tu te fais couper les 3/4 de l'estomac. Mais je me suis dit qu'en fait, si je faisais pas un reset à zéro, comme le déclic que j'avais eu, j'allais rester là-dedans toute ma vie. C'était sûr. Et donc, je l'ai fait. Et donc, je me suis fait opérer il y a le 20 mars 2019. Et ça a été vraiment la deuxième étape de ma vie du gros changement, où j'avais déjà entamé tous ces trucs-là. Et là, ça y est, je pouvais, entre guillemets, c'est comme si on m'avait enlevé un bout de mes problèmes en même temps. Et que moi-même, j'avais décidé d'être pas quelqu'un d'autre, mais enfin moi-même, justement. Et plus me cacher derrière ces couches de poupée russe, en fait. J'avais l'impression que toutes ces couches de gras que je m'étais mis, c'était moi qui m'étais enfermée dans mon confort pour cacher tout ce qu'il y avait au fond qui allait pas. Et donc voilà, ça a été un gros tournant. J'ai eu assez peur de mourir en vrai, parce que on ne sait pas comment ça peut se passer. Et voilà. Et après, j'ai perdu 55 kilos en 9 mois, ce qui a été extrêmement violent. Et du coup, j'avais plein de gens de mon entourage qui ne m'avaient jamais vue différemment. Moi, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise, à faire plein de choses. J'ai commencé à enfin bosser dans le métier que je voulais depuis le début, c'est-à-dire faire de la vidéo et de la photo dans les milieux artistiques. J'ai bossé pour de très belles marques de luxe, de cosmétiques. C'était très cool. Ça commençait vraiment à bien marcher pour moi. J'étais vraiment avec quelqu'un de bien. Et le Covid est arrivé. Et le Covid a fait que plus de taf.
plus de tournage, la grosse galère. Et juste avant le Covid, j'avais commencé déjà un peu à streamer comme ça pour m'occuper parce que mon ex-copain, du coup, regardait beaucoup de streams. Et que mes collègues avaient fait un peu de stream à l'époque sur Hero, mais c'était sur Facebook. Donc, je regardais un petit peu. J'ai commencé un peu comme ça. Et en fait, quand le Covid a commencé à pointer le bout de son nez, je streamais déjà assez souvent. Mais là, c'est devenu mon temps plein. J'avais plus que ça à faire. J'avais plus de taf, donc voilà. Je commençais à m'inquiéter aussi de comment j'allais gagner mon argent parce que quand tu es dans ma situation, tu es payé au tournage. Et là, je venais de lancer ma société, même pas 6-7 mois avant, donc j'étais un peu en panique. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de paniquer de ça, qu'en fait, je sais pas par quel miracle, mais Twitch a commencé à vraiment fonctionner pour moi et à me permettre financièrement de pas avoir peur de fermer ma société parce que je pouvais le déclarer au même niveau parce que ça restait de la production audiovisuelle. Et j'ai même pas eu le temps de m'inquiéter, les gens ont été vraiment dans un très très fort soutien, on va dire, très rapidement. Et puis après, en fait, j'ai rien compris à ma vie à partir de ce moment-là. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai donné ma vie à Internet un peu. Genre, aujourd'hui, elle est un peu entre ses mains, même si j'essaie de lead mon truc comme je peux. J'ai pas l'impression, pour la première fois de ma vie, de devoir batailler pour avoir ce que je veux. J'ai l'impression que tout se fait naturellement et que les gens sont reconnaissants. Et c'est un truc qui me touche et que j'ai pas envie de perdre. Pas pour la fame, mais juste parce que pour une fois dans ma vie, j'ai pas dû me battre contre quelque chose ou qu'il soit arrivé des trucs graves pour que ça arrive. Genre tout est fluide. Ça me fait limite bizarre que ça se passe aussi bien. Et quand on me pose la question, j'ai pas trop de réponse à donner à ça. Parce que j'ai toujours galéré pour avoir des choses. Et là, c'était pas le cas. Donc voilà. Et après, j'avais déjà un petit peu de monde et j'ai commencé à rencontrer des gens du stream qui m'ont mis un peu en avant. Et puis il y a eu RPZ avec mon personnage qui m'a fait un peu découvrir encore plus à du monde. Et puis après, là, j'essaie de faire des trucs qui me ressemblent. Je suis en train de revenir vers la musique parce que j'ai envie de revenir un petit peu à tous les trucs qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression d'aller rechercher dans ce que je fais sur Twitch et dans mes projets aujourd'hui des choses qui étaient un peu dans des dossiers fermés de ma vie d'avant en disant « Ah, mais il y a ça que j'ai envie de vous partager, il y a ça, il y a ça ». Parce que j'ai l'impression que toute ma vie avant Twitch, j'étais tellement introvertie, j'étais tellement mal dans ma peau que j'ai partagé avec pas grand monde, j'étais assez seule. Et aujourd'hui, j'ai envie de changer ça. J'ai envie de partager tous les trucs que j'ai pas pu dire aux gens, en fait. Voilà. Je crois que c'est tout. Très bien. Mais écoute, déjà, tu es une très bonne oratrice, mais je pense que tu le savais déjà. Bon, j'ai envie de te poser une question tout de suite, c'est en t'écoutant, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Parce que tu as l'air d'avoir 1 million de casquettes. Ouais. C'est assez impressionnant. Beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines. J'ai envie de te demander, dans tout ça, dans toutes les expériences que tu as eues, professionnelles, et aussi diverses et variées soient-elles, si tu devais en privilégier une, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? C'est dur. C'est dur. Je sais que tu as envie de ne pas choisir, mais en fait, je pense que qu'est-ce qui t'éclaterait le plus? Le fait que justement tu dises j'ai fait plein de trucs, c'est parce que j'ai pas su choisir. Je me suis juste dit ah j'aime bien ça, je vais faire un peu de ça. Et en fait, le souvenir que j'ai surtout, mais c'est un souvenir d'enfance. Hein. Ouais. Ma mère a regardé une série qui s'appelait Le Caméléon. Oui, Jarod, bien sûr. Voilà. Et en fait, ce mec-là, quand il avait envie de faire un truc, il l'apprenait, il le faisait, et il le faisait jusqu'au bout pour arriver à son truc. Et il bluffait tout le monde, tu vois. Et en fait, je sais pas pourquoi ce souvenir-là, je me disais, ce mec est trop stylé. Moi aussi, j'ai un peu envie d'être comme ça, sauf que lui, il avait un super pouvoir. Mais de me dire, si j'ai envie de faire quelque chose dans la vie et que ça me passionne et que je m'en donne suffisamment les moyens, si t'es une personne bonne, qui écrase pas les autres pour y arriver, mais qui est suffisamment déterminée, il n'y a pas de raison que tu puisses pas y arriver. Ce qui est un peu dur, parce qu'il y a plein de gens qui se donnent à fond et qui n'y arrivent pas, mais je sais pas encore une fois pourquoi, mais moi, c'est comme ça que j'ai régi le truc. Et du coup, si je devais garder qu'un seul truc, en fait, il y a un seul regret que j'ai, c'est que ça commençait vraiment à marcher pour moi dans ce que je faisais quand le Covid est arrivé. Et en fait, je peux pas être frustrée parce que ce qui se passe après est absolument merveilleux avec Twitch et tout. Mais j'ai l'impression que du coup, je commençais enfin ma carrière avec toutes les étapes de galère que j'avais eues avant. Et au final,
j'aurais pu continuer là-dedans, mais je savais que ça marcherait pas aussi bien que Twitch. Je savais que c'était pas aussi rémunérateur. Je savais aussi que j'avais plus d'opportunités à saisir si je restais sur Twitch pour peut-être y revenir plus tard, ou peut-être que j'avais plus de choses à exploiter que si j'avais continué dans ce secteur-là. Donc j'ai un peu le regret des fois, même si j'essaie de le faire, où j'ai l'impression que tout est basé sur le persona sur Twitch et pas assez sur ma partie créative, qui n'est pas assez stimulée, qui était vachement stimulée dans ce taf-là. Et ça, c'est un truc sur lequel je travaille à l'avenir, par les projets que je suis en train de monter, par ce que je fais pour y retourner, en fait. Parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment l'impression que c'était soit t'intéresses les gens parce que c'est toi, mais le jour où ils savent tout, en fait, tout le monde s'en fiche. Enfin, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un truc qui me faisait un peu flipper de tout baser sur le personnage. Donc je dirais que le truc dont je suis le plus fière et que j'ai pas assez exploité, c'était ce métier-là, de l'image, mais où je pense que je finirais par y revenir à un moment donné, ou que je finirais par arriver à combiner tout ça. Je sais pas comment, mais... Est-ce que pour toi, que tu parles du persona, et on sait qu'en ce moment, on parle beaucoup de relations parasociales, Ouais. tout ça a été vachement conscientisé. Est-ce que tu penses que... comment je peux dire ça, les gens, globalement, nous y compris, j'entends, consomment les créateurs de contenu comme ils consommeraient des relations sociales normales? Non. Je pense qu'ils ont conscience que c'est pas normal, mais je pense qu'ils cherchent aussi des choses qu'ils n'ont pas dans leur quotidien, des fois. Je sais qu'en tout cas, si je dois parler de mon stream, ce qui est beaucoup ressorti, c'est que c'était un espace où ils pouvaient discuter de certaines choses sans avoir peur d'être jugés ou de poser des questions qui peuvent paraître bêtes ou juste se sentir faire partie de quelque chose là où ils peuvent se sentir isolés, particulièrement pendant la période du Covid. Oui. Il y a vraiment des profils ultra différents. Donc je pense qu'ils ont conscience qu'on n'est pas... En plus, on en parle de plus en plus, qu'ils ne sont pas vraiment dans notre vie. Mais je pense que ça leur fait du bien, ça les stimule dans leur propre vie à côté à rechercher peut-être des choses qu'ils n'ont pas quand ils vont se rendre compte que ce genre de relation existe, par exemple, en amitié. Ils peuvent avoir ça aussi, ça les inspire sur certaines choses ou ça leur donne vraiment une zone de confort, peut-être parce qu'ils sont trop timides ou qu'ils n'arrivent pas à l'avoir. Et je le comprends parfaitement parce que c'était mon cas à l'époque quand je bossais chez Hero. J'étais pas très proche de mes collègues, mais je les aimais beaucoup, mais parce qu'en fait, j'étais trop introvertie et trop pas assez sûre de moi. Ils m'ont vraiment découvert après, sur Internet, en voyant tout ça. Et à l'époque, je consommais énormément de gens sur Internet, de contenu, pour soit apprendre des choses, soit pour ne pas me sentir seule. Donc je comprends complètement que les gens fassent la même chose, en fait. Même si on sait très bien que c'est pas des gens qui font partie de notre quotidien, ça comble des trous qu'on n'arrive peut-être pas à combler dans notre vie, tu vois. En tout cas. Je tournais plus la question à l'origine sur l'aspect de ton entourage, tu sais, qui peut changer, qui peut évoluer, ou des fois tu vas t'intéresser à d'autres groupes de personnes. Tu vois, c'était plus dans ce sens-là. Ok, je vois. Mais ton raisonnement me convient très bien également. Mais je réfléchis par rapport à ce que tu disais. En fait, j'essaie de ne pas associer le fait qu'ils changent de groupe comme on change de groupe d'amis ou de choses comme ça, parce que je pars du principe qu'on n'a pas ce même type de relation. En fait, j'essaie de me dire que je suis très content qu'ils soient là, mais en fait, il y a un truc dont on parle assez peu, c'est que souvent les gens disent qu'il y a un lien parasocial d'un côté, mais aussi pour nous. Franchement, pour nous. Peut-être moins quand on est avec une très grosse audience. C'est-à-dire quand j'étais plus petite streameuse, ça me faisait bizarre de voir des gens qui étaient des habitués, qui passaient tout le temps, qui du jour au lendemain ne passaient plus. Ça m'a fait bizarre quand des modérateurs étaient plus dans le projet ou des choses comme ça. Moi, j'ai commencé avec des personnes qui aujourd'hui, il en reste plus qu'une, dans ma modération par exemple. Ouais. Je sais pourquoi les autres sont partis ou quoi, mais j'ai commencé avec mon copain de l'époque. Et donc, deux potes vraiment avec qui on a tout monté. Et quand je me suis séparée de mon copain, avec qui je suis en bon terme maintenant, mais je veux dire, c'était vraiment mes piliers de quand j'ai commencé. Et en fait, il n'y avait pas de volonté de réussir sur Internet ou quoi. C'était vraiment les tout débuts. Et du coup, quand ils sont partis, ça a commencé énormément à fonctionner pour moi. J'ai même fait les events après, mais j'avais plus tous mes repères. Et ça m'a vraiment fait bizarre. Mais ça m'a fait bizarre aussi même avec des viewers. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que... En fait, c'était moi qui étais en train de faire du parasocial. J'avais l'impression que, en fait, je les intéressais moins ou quoi. J'ai commencé à
à projeter des trucs de mes propres, mes propres peurs, ouais, de ne pas être assez intéressante pour avoir des potes proches ou des choses comme ça. Et sur ce que je faisais sur Twitch. Donc j'ai bloqué direct. Et je pense que c'est humain aussi de leur côté, des fois, de mettre des barrières avec ce qu'ils consomment sur Internet pour pas se faire du mal, parce que je pense qu'il y en a qui confondent beaucoup, ouais. Mais je peux pas leur en vouloir parce que c'est un truc qui m'a traversé l'esprit aussi. Très bien. Eh bien. Ça, c'est la course qui t'a fatigué. Ah, en vrai, ça va, j'ai réussi à bien reprendre mon souffle, ça va. Non, j'aimerais savoir, parce que tu m'as parlé beaucoup donc, de Toulouse, de Paris. Ouais. Et maintenant? Moi, maintenant, je suis à Bordeaux. Ouais. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis séparée de ma relation alors que j'étais déjà en stream, ça a été vraiment un gros... Ça a été dur parce que c'était vraiment un pied sur beaucoup de choses, mais c'était un choix de ma part parce que j'avais l'impression qu'on ne pouvait plus avancer ensemble sans qu'il ait le choix de suivre mes décisions. Et c'est quelque chose que je me refusais totalement parce que c'était quelqu'un qui, je pense, aurait mis mes choix avant les siens en avant. Et que même quand on aime quelqu'un, je pense que c'est pas normal. Je pense qu'il avait des choses à vivre de son côté et c'est quelque chose sur lequel je n'arrivais pas à me résilier. Et c'est la première fois que j'ai dû quitter quelqu'un, pas parce que c'était un problème d'amour, mais parce que c'était une construction future où, en fait, avec la maturité et l'âge, en fait, je me rendais compte que c'était pas ce qui suffisait pour construire avec quelqu'un. Et ça a été très, très dur parce que quand tu quittes pas quelqu'un où c'est uniquement par amour, c'est plus dur, en fait, de passer à autre chose. Et donc, moi, j'ai décidé de faire quelque chose de radical. C'est de partir à Montpellier, parce que du coup, j'avais tous mes potes de streaming qui étaient à Montpellier. J'avais vraiment besoin de couper avec Paris parce que tout allait me rappeler ça. Et que je me suis dit, c'est bien, ça me ramène vers le sud, c'est des choses que je connais pas et tout, et je vais être avec mes potes. Et le problème, c'est qu'en fait, j'allais pas du tout bien pendant cette période-là. Parce que j'étais en pleine tristesse, de changement de vie, d'amour et tout ça. Et il fallait quand même être en stream, il fallait quand même gérer son truc. Et c'est la première fois où j'ai dû gérer sans trop en parler parce que je voulais pas inquiéter les gens votre streameuse là elle est un peu triste parce qu'elle sait pas si elle a fait les bons choix dans la vie. Est-ce qu'elle a pas privilégié sa carrière par rapport à quelqu'un, est-ce qu'elle a fait les bons choix. Et du coup pendant cette période là ça a été un peu trop pour beaucoup de choses et je pense que j'étais pas vraiment moi-même. Ça a pas duré très longtemps mais j'étais pas vraiment là. En vrai j'étais pas vraiment là. Et surtout, je me suis rendu compte que Montpellier n'était pas une ville pour moi parce que culturellement, ça ne me convenait pas. Il n'y avait pas assez de choses qui m'enrichissaient. Les streamers, du coup, pour lesquels j'étais venue, ils avaient des rythmes de vie aussi. C'est comme ça. Ils font beaucoup de trucs le soir. Moi, je suis une streameuse de la journée. Donc, je ne les voyais pas autant que je voulais. Et j'avais pas envie de leur demander d'être là. Et encore une fois, par ego, je ne voulais pas leur dire que ça allait pas. Et parce que voilà, on a tous nos trucs à gérer. Et donc, du coup, je me suis encore retrouvée... un peu seule en étant entourée. Et je me suis dit que c'était pas bon. Fallait pas que je me remette dans la même situation qu'à Paris au début et que je devais pas mettre ça sur les épaules des autres. Et donc j'ai décidé, parce que je faisais beaucoup d'allers-retours, je retournais à Toulouse, je retournais à Bordeaux et j'avais plus de potes par là, d'aller à Bordeaux en fait. Parce qu'en fait c'était mieux. C'était beaucoup mieux, c'était une ville qui me convenait mieux, c'était plus facile pour aller bosser à Paris, c'était proche de l'océan, c'était plus proche de chez mes parents. Et en fait, du coup, mes potes du streaming, c'était vraiment mes potes et c'était pas que des gens avec qui j'allais parler du travail quotidiennement. Je voulais pas que ça devienne juste des collègues de taf où on parle que de ça. Je voulais vraiment que ceux que j'ai côtoyés en tant qu'amis du streaming soient des amis au-delà du streaming. Et du coup, aujourd'hui, je les vois, je pense, presque plus que quand j'habitais à Montpellier. Donc je pense que j'ai pris la bonne décision. Et aujourd'hui, je suis très bien à Bordeaux. Et ouais, je me sens vraiment très très bien dans cette ville et l'équilibre est revenu et maintenant ça va mieux et je fais ma vie et tout. Donc, et puis j'ai fait la paix avec moi-même sur mes décisions et la personne, on est amis maintenant, donc ça aide beaucoup. Et ça va quoi, mais on passe tous par des périodes comme ça. Mais des fois dans mes décisions très tranchées, ce que j'ai toujours fait dans ma vie, de vraiment faire des trucs très vifs, on va dire, de passer à autre chose. Cette fois-ci, c'était la première fois où en fait, tu peux pas repartir à zéro comme ça. Il y a aussi, t'as besoin de procéder au truc. Et c'est la première fois où j'ai pris une leçon de vie là-dessus. Que c'était pas grave de ressentir des émotions et qu'il fallait pas fuir en permanence. C'est pas toujours une bonne idée de fuir.
Oui, c'est vrai qu'on a un parcours de vie avec des décisions drastiques et des changements radicaux, hein, clairement. Ouais, mais je pense que c'est parce que... En fait, j'ai l'impression que je peux tanker. Et en fait, au bout d'un moment, c'est obligé que ce soit un truc violent qui arrive. Parce que j'aurais dû partir avant, ou j'aurais dû dire les choses avant, ou j'aurais dû prendre des décisions avant. Mais j'ai toujours l'impression que je peux prendre ça sur mes épaules, que je peux aider les autres, que je peux accepter, que je peux pardonner, que je peux machin. Et en fait, j'arrive toujours au pied du mur où je suis en mode, bon, bah, en fait, il faut prendre une décision. Là, t'as plus le choix. Alors que ça aurait pu être fait différemment. C'est pas une force d'esprit, c'est un peu de la lâcheté des fois. Ouais, bah, à plusieurs reprises, il y a eu clairement un peu l'effet bouchon de champagne, quoi, qui a pété. Ouais, mais c'est pas bon de faire ça. Hein. J'ai pas l'impression. Après, avec le recul, forcément, toujours plus simple de tirer ces conclusions-là. Ouais. Alors c'est marrant, t'as dit, tu m'as dit que Bordeaux, c'est pratique parce que c'est plus proche de l'océan. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que j'avais besoin, parce que quand je me suis vite rendu compte de ça, c'est que quand on est streamer, on est censé avoir, c'est le cas, un métier ultra plaisir et tout. Mais en fait, on ne s'accorde pas du temps, quasiment pas, en dehors de ce qu'on fait, parce qu'on a peur que les gens partent, parce qu'on a peur, pour X ou Y raison, d'être oublié. Enfin, j'ai pas tant ce truc-là, mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir l'impression d'être en présence permanente. Et en fait, je me suis rendu compte que l'avantage, c'est que quand tu es proche d'une ville, proche de l'océan comme ça, c'est que tu peux prendre tes week-ends, tu peux prendre tes trucs, et c'est comme des vacances en fait. C'est pas grave de pas partir hyper loin ou prendre des grandes vacances ou quoi. Et ça me permettait de faire des pauses en fait, parce que j'en faisais pas quand j'habitais à Paris, c'était pas le cas. Quand j'habitais à Montpellier, j'avais pas vraiment la voiture, puis la grande motte, c'est pas vraiment l'endroit qui me fait rêver honnêtement. Et là, l'océan, il y a quand même une déconnexion. Tu peux y aller en hiver, en été ou quoi. J'ai vraiment l'impression d'être ailleurs. Et je crois que c'est aussi parce que quand j'étais plus jeune, mes parents, ils m'emmenaient souvent là-bas pour les vacances, parce que c'est proche pour Toulouse. C'est souvent là où on va. La plupart des Toulousains vont faire les vacances là-bas. Donc c'était cool de me dire, bah, l'été, voilà, je suis à côté de l'endroit un peu vacances, plaisir. Si j'ai envie d'aller à la plage, c'est à 45 minutes, 1 heure max. Avec mes potes, on peut aller se poser. Et ça, c'était un soulagement aussi. Parce que des fois, c'est dur de vraiment prendre des pauses. Là, le fait d'être à côté, c'est plus simple. Et même la ville à Bordeaux, tout est à 5 minutes pour moi en vélo. Les gens finissent en général vers 19-20 heures. Je peux très bien finir un stream, aller boire un verre avec mes potes juste après et tout. Alors qu'à Paris, il faut 40-50 minutes de transport pour faire quoi que ce soit. Il faut se prévenir en avance et tout. La vie est plus chill, on va dire. Très bien. Est-ce que tu m'as dit assez tôt que tu t'étais un peu écarté de toutes les pensées spirituelles et religieuses, hein, si j'ai bien suivi. Est-ce que tu crois un peu au karma quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un petit fond de... J'y ai cru pendant longtemps. Et quand je vois ce qui se passe c'est très dur ce que je veux dire, mais quand je vois ce qui se passe dans le monde, je peux pas me permettre de penser ça. En fait, on a trop le syndrome du personnage principal, je pense, pour se dire que tout est lié au karma. Parce que j'ai vu trop de gens faire des dingueries et rien prendre du tout. Bref, il y a trop de choses où je me dis, il faut pas se baser là-dessus parce que sinon, on se rend un peu non responsable de ses actes d'une certaine manière et en même temps si, parce qu'on a peur qu'il nous arrive un truc. Je pars du principe que j'essaie de faire les choses en me disant que même si ça m'apporte rien, ça fait de moi quand même quelqu'un de correct et que ça peut perdurer dans le temps. J'essaie d'être là. J'avais pas la meilleure personne parce que j'ai du mal à, tu sais, avec ces trucs de full bienveillance et tout. Je pense qu'on a tous un peu de saloperie en nous, mais c'est pas grave tant que tu le fais pas aux autres et que tu gères ça avec toi. Je veux dire, on deal tous avec des trucs. Mais je pense que j'essaie d'être le moins merdique. Je crois que c'est ça. J'essaie d'être le moins merdique avec tous les trucs avec lesquels j'ai dealé, comme on a tous à dealer avec. Et je comprends pas trop les gens qui se servent des excuses pour faire des choses que je trouve graves qui pourraient nuire à autrui là-dessus. Donc non, le karma... Quand j'étais jeune, j'aimais bien y croire, un peu comme l'astrologie, je crois, parce que ça me rassurait, mais aujourd'hui, non. Non, t'as eu une période astro un peu... Pas vraiment, tarot, je les ai tatoués sur les doigts, mais alors vraiment, c'est parce que c'est le signe de ma demi-sœur et moi, mais... Ouais. Mais en vrai, non, ça me fait plus rire qu'autre chose. Je pense que c'est un gros effet Barnum, mais bon, ça nous fait rire, ça nous rassure sur des trucs, mais aujourd'hui, non. J'arrive pas à me dire qu'en fait, tu peux pas choisir ta vie.
En fait, que c'est déjà écrit, que machin. J'ai besoin d'avoir du contrôle là-dessus. Donc, je pense que c'est pour ça que j'y crois pas et que je crois pas trop non plus à tout ce qui est un peu ésotérique et tout, quoi. Même si je le respecte, encore une fois, c'est la différence, c'est que je respecte les gens qui ont envie et besoin de tout ça. Mais moi, ça me touche pas trop, ouais. J'entends. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, comme on dit. Oui. Tu as parlé relations abusives, isolation sociale. Ouais. Du coup, les deux sont liés dans ce cas précis. Avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que tu saurais identifier des signes avant-coureurs, ce qu'on pourrait appeler des red flags aujourd'hui, peut-être pour mettre en garde des comportements qui seraient peut-être un peu avant-coureurs d'un futur pas très radieux? En fait, il y en avait tellement. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de très problématique qui venait de moi à la base. C'est, peu importe la situation, ce syndrome du sauveur. Je pense qu'il peut vraiment te mettre dans la merde. Si, comme moi, t'es quelqu'un qui pense... I can fix him, vraiment, c'est ça. Si tu penses que tu peux changer les gens par ton seul acte, c'est fou, c'est super, c'est bien. Mais quelqu'un qui ne va vraiment pas bien, c'est pas juste à toi de régler le truc et c'est quelqu'un qui risque de déteindre sur toi. Parce que j'entends par là, c'est pas d'abandonner les gens qui vont pas bien, mais c'est juste que il faut savoir faire la différence vraiment entre est-ce que tu penses en fait que tu as une relation ou en fait tu établis ta relation par le fait que quelqu'un va t'aimer si tu fais des choses pour lui. Et moi, c'était ça, c'est qu'en fait, je m'aimais tellement pas assez pour penser qu'on pouvait m'aimer pour ce que j'étais que j'allais du coup vers une relation qui, je sentais, n'était pas bonne, mais je me disais, avec la force, la patience et de l'amour, il va se rendre compte que je suis quelqu'un de bien. Il va se rendre compte que moi, je l'abandonne pas, que même s'il est dur, je suis là, que machin. Et ça, c'est vraiment dur parce que, en fait, c'est un gros manque de confiance en soi. Et du coup, tous ces red flags dont tu parles, tu les vois plus parce que tu vois ça comme une ténacité, comme une preuve d'amour, d'accepter des choses qui sont inacceptables. Et c'est dur. En vrai, c'est dur de sortir de ce truc-là et de s'enlever les œillères. Mais si je devais citer des choses, c'est tout bête, mais ces gens-là se contredisent beaucoup. Et quand tu es un peu empathique, normalement, tu saisis ces choses-là, mais tu décides de ne plus les voir parce que tu tiens à la personne. Mais le truc le plus red flag, évidemment, moi, ça a été toujours lié à la violence psychologique et physique. Il y a des choses, quelqu'un qui t'aime, il te dirait jamais ça. C'est pas possible. La phrase la plus hardcore, je crois, que j'ai entendue dans ma relation, et je pense que ça a participé clairement à m'enfoncer dans l'état dans lequel j'étais. Cette personne savait que j'avais des TCA et que voilà. Donc il a fait des choses horribles dans la relation, et il me disait je pense que je ne te ferai pas du mal et je ne te tromperai pas si tu avais conscience du potentiel que tu as. Mais le truc, c'est que là, tu es trop grosse aujourd'hui pour pas que j'ai envie de faire ces trucs-là à côté, même si tu as un potentiel de fou dans le fond. C'est toi qui te gâches et qui m'oblige à faire ça parce qu'en fait, je sais ce que tu pourrais faire et être et tu as choisi d'être ça. Mais bon, moi, je reste quand même, mais tu peux comprendre que j'ai besoin d'aller un peu voir ailleurs ou ces choses-là, le temps que tu te ressaisisses, quoi. Donc tu remets la faute sur quelqu'un qui va déjà pas bien, tu vois, alors qu'elle tolère la personne que t'es qui lui fait du mal en disant mais en fait c'est à cause de toi que moi je fais ça en attendant que toi tu ailles. C'est des trucs. À quel moment j'ai pas saisi que là c'était dramatique. En fait on est arrivé à un point, j'aurais dû m'enfuir en courant par exemple. Et c'était pas si loin quoi, c'était quasiment même pas 6-7 mois après la relation. Et je suis quand même restée quasiment 4 ans avec cette personne. C'est quand même folie de se dire ça avec le recul, tu vois. Après, c'est malheureusement tous les comment je peux dire ça, tous les jeux d'emprise. Ah ouais. L'isolation sociale que ça crée derrière aussi qui est dramatique puisque t'as pas forcément non plus de porte de sortie. Puis t'as un terrain malléable pour ça. Moi, j'allais pas bien. Bien sûr. Donc, tu donnes suffisamment d'attention à quelqu'un en lui disant qu'elle a... Tu vois, le fait de dire t'as un potentiel, t'es quelqu'un d'intéressant, j'adore parler avec toi, mais ce truc-là, en fait, ça te maintient dans un truc de ah, il a quand même dit qu'il y avait ça, mais en fait, c'est moi qui fait que ça se passe pas bien. Donc, si moi je change les choses, ça va mieux se passer. Mais ça changera jamais, en fait. Ouais. Les gens, ils doivent t'aimer comme tu es, en fait. Il y a un problème. Donc, ouais, non, c'est
C'est comme tu disais, le juste niveau d'emprise de je te dis ce que tu veux un peu entendre, je te brosse un petit peu, mais je te fais des trucs horribles. Mais bon, en même temps, tu l'as un peu mérité. Enfin, c'est dur. Quand quelqu'un vous culpabilise de ce que vous êtes pour être avec vous, ça c'est pas possible. Hein. C'est grave. Très grave. Prison. De quoi? Prison. Prison, ouais. Ce genre de comportement, prison. Ban def. Ban def. Très bien. Allez, un peu plus joyeux si tu le veux bien. Ouais. Changeons un peu de sujet. Aujourd'hui, tu es très dans la musique. Ouais. En tout cas, moi, je te vois très dans la musique. Ouais. Mais tu as eu une phase un peu hésitante. Ouais. Où on te voyait hésiter un peu à commencer à chercher une légitimité, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est un peu maladroit peut-être, tu me dis. Non, hein, non, je capte ce que je veux dire. Et puis d'un coup, tourner partout. Toute la France. J'ai besoin que tu me racontes tout ça. Ouais. Ben non, mais les mots sont justes. Hein. Je pense que quand tu arrives à un certain stade sur Internet et que les gens te donnent la confiance et t'encouragent et te soutiennent financièrement dans des trucs et que tu vois tout le monde qui commence à monter ses événements, ses émissions, ses projets, c'est tout. Puis toi, tu es là au milieu, tu es là. Yes. Du coup, bon là, on a fini les blagues. J'ai été marrante sur des jeux vidéo. Je suis apparue dans 2-3 émissions. Mais c'est quoi tu sais, c'est toujours cette recherche de justification de ma présence. C'est quoi ma plus-value, en fait, dans tout ça? C'est quoi qui fait que je me distingue? Parce que il y a eu une période où tout le monde aimait bien rigoler avec ça, mais quand tout le monde disait confondait les meufs avec Horty qui était avec son fameux t-shirt C'est qui la meuf, ou tout le monde qui appelait Ultia à la place d'Ultia, des trucs comme ça, c'est tout con, mais ça, au-delà de la blague et du truc, c'est quand même assez frappant par rapport à ce que ça dit de notre milieu en tant que femme de base, mais de notre milieu tout court, c'est-à-dire que pour les gens, il faut des événements marquants, en fait, où il faut être partout pour que tu marches. Et donc, même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne font pas forcément des efforts de découvrir aussi, moi, je me suis posé la question de me dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant, sachant que j'ai atteint certains goals dans le milieu, en tout cas, qui a été notamment le The Event et tout, qui était un truc que j'étais trop fière de faire parce que je l'ai regardé et parce que j'avais pour la première fois l'impression d'être utile à quelque chose dans mon métier, plus que juste aider mes viewers. Et je me suis dit, en fait, tu as plein de trucs à partager au-delà de tes histoires et tout. Et toi, c'est la musique. Les gens, ils n'arrêtent pas de dire que tu as des sons qui sont très cool. J'ai plein de gens qui me suivent sur mes playlists. Je fais beaucoup de vulgarisation un peu autour de ça. Et en fait, ça régit énormément mes émotions. Donc, ça a joué. Et puis, l'autre truc, c'est que je faisais des blagues là-dessus. Mais moi, les rencontres abonnées, tout ça, ça me pose un peu un souci de piédestal du créateur. J'aime pas ce truc de... tu vas rencontrer quelqu'un et t'es tout... Je comprends, t'es tout stressé, mais moi, je me considère vraiment comme une meuf qui est un peu sortie de nulle part et qui a eu vraiment beaucoup de chance. Et j'ai pas envie que les gens fassent la queue. Et ça m'avait vraiment un peu de trauma à TwitchCon, où les gens avaient 45 secondes pour te parler et c'était minuté et tout. Je disais, mais on n'est pas du bétail. Enfin, en fait, ça donne vraiment l'impression de t'as nous et puis les autres, quoi. Et ça me plaisait pas. Et donc, j'aimais bien l'idée de me dire qu'il y avait un endroit où on pouvait se retrouver sans forcément parler, où en fait on partagerait quelque chose en commun, on partagerait un bon moment, on pourrait se voir, et où ça créerait des souvenirs au-delà de ma présence. Et en fait, moi je me suis rappelée à mes 19-20 ans que quand je sortais, c'était les meilleures années de ma vie parce qu'il y avait ce truc où j'avais des anecdotes avec mes potes, avant la soirée, après la soirée, que je m'étais vraiment lâchée, que j'avais relâché toute la pression et que ça m'avait fait du bien, que j'avais outrepassé aussi des idées reçues de comment je devais m'habiller, comment je devais sortir, etc. Et en fait, j'ai voulu faire ce truc depuis un moment, mais je savais pas comment, de créer des soirées. J'en rigolais avec les gens de mon chat. Et puis ce qui a vraiment tout changé, c'est Asdec. C'est Asdec, en fait, on s'est rencontrés au Popcorn Festival. On se connaissait un peu d'avant des réseaux. Et en fait, ça a été fusionnel quasiment instantanément. Et c'était étonnant parce que j'en parlais avant sur le fait que j'avais du mal à lier avec des gens. Et c'est une des personnes... j'ai pas envie de le comparer, mais qui m'a rappelé le plus la relation quand j'étais jeune, qui était... C'était évident, en fait, qu'on était fait pour se rencontrer, tu vois, en tant que potes. Et du coup, on a passé ce Popcorn Festival à l'ombre parce qu'il faisait très, très chaud, à parler pendant des heures et des heures avec lui et son équipe. Et en fait, ça s'est trop, trop bien passé.
Et on a continué après. Et ce mec, je sais pas, il avait un truc qui me plaisait dans sa façon d'être, parce que dans la musique, il y a plein de gens, mais des fois, ils sont un peu... voilà. Non, lui, il était simple. Et on avait un peu ce mantra, pour connaître un peu le milieu, de se dire, c'est bien que ce soit les gentils qui gagnent un peu et pas ceux qui font des magouilles, des trucs et tout. Ça nous faisait rire. Et puis, je l'ai amené sur des émissions. Lui, il m'a appelé pour faire d'autres trucs, etc. Puis, il y a eu sa release party, où il savait que moi, je commençais à apprendre à faire un peu de mix et tout à côté. Et il m'a envoyé un message en disant tu veux mixer au Rex Club avec moi? Et je dis ah oula, attends, qu'est-ce que tu m'annonces là? J'ai jamais joué devant des gens. J'avais fait un petit mix où j'étais comme ça sur Twitch en juin, où j'étais paniquée comme pas possible. Et là, tu me demandes de jouer devant des gens dans un club mythique à Paris. Mais je suis pas legit. Et là, tu vois, t'as un truc qui revient. Et du coup, je me suis dit vas-y, arrête, fais-le. De toute façon, t'as rien à perdre. Au pire, ça sera ridicule et au moins, t'auras ta réponse. Faut pas que tu le fasses. Et en fait, ça s'est fait, ça s'est très bien passé, au point où toutes les fois où je m'étais imaginé le faire, parce que j'ai un peu un réflexe très gênant, mais qu'on fait tous, comme quand on est gosse et qu'on danse dans sa chambre et que sa mère rentre et que t'es gêné, tu vois. Moi, c'était pareil, le nombre de fois où j'ai cherché du son sur Internet quand je faisais mes playlists et que je m'imaginais le faire devant des gens. Et tu sais, j'étais toute seule comme ça devant mon écran, à faire genre je mixe, alors je sais pas ce que je fais, j'ai mon casque et j'étais là, ouais, ça serait stylé quand même un peu. Je me suis dit, bah là, tu peux le faire en vrai. Il y a peut-être moyen qu'au lieu de l'imaginer, tu le fasses. Et du coup, je me suis lancée. Ça a très bien marché. Et on s'est revus avec Asdek parce qu'on devait faire un truc pour Riot. Et on était sur son scoot. Et on rentrait. Et je lui disais, mec, moi, j'aimerais trop faire des soirées où on passe les sons qu'on kiffe, on passe les artistes. Il me dit, mais moi aussi, ça serait trop bien. Et en fait, lui, il a pas juste dit ça, il a appelé Allo Floride, quoi. Il a dit, moi, j'ai un projet. Et en fait, derrière, je lui dois beaucoup parce que en vrai, les gens mettent beaucoup de trucs sur mon nom parce que moi, j'ai l'audace d'aller vers les trucs et de porter le projet sur plein de trucs. Mais en vrai, lui, il est vraiment super déter aussi à changer le milieu sur plein de choses, à faire attention aux autres, à le faire vraiment pour la musique et tout ça. Et du coup, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. Et en fait, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est que toutes les opportunités dont tu parlais tout à l'heure, tous les trucs qui me sont arrivés, c'est pas que du travail, ça a toujours été que des rencontres. Je ne sais pas par quel... Voilà, mais j'ai rencontré des gens qui ont fait que derrière, j'ai pu montrer mes capacités. Et ça a été le cas avec lui. Hein. En vrai, je lui dois beaucoup. Hein. Écoute, tu l'as dit toi-même, hein. Il n'y a pas de destin, il n'y a pas de hasard. Ouais. C'est... Mais ça joue, tu vois, parce qu'il y a des gens, je sais, qui se butent, peu importe ce qu'ils font, et ils n'ont jamais cette opportunité parce qu'ils n'ont pas la rencontre. Et il y en a d'autres, ils ont la rencontre, ils la transforment pas. Et je pense que les gens... parce que moi, quand j'avais commencé à dire que je mixais sur Twitter, je m'étais un peu pris des gens sur la gueule, alors que bon, voilà. Mais c'est assez représentatif, c'est une forme de frustration, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ça fait des années qui tryhardent pour pas, et ils n'auront jamais peut-être ce que je suis en train d'accomplir actuellement. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'une personne qui a accédé plus facilement à certaines choses, par piston ou non, enfin je veux dire, tout le monde est le piston d'un tel, des fois tu rentres dans une boîte, machin, etc., fait que c'est moins legit derrière dans ce que tu vas faire. C'est sûr que quand tu donnes la chance à quelqu'un et qu'il en fait n'importe quoi, je peux comprendre la frustration, mais par contre qu'une personne ait eu la chance, ça tu peux pas le contrôler, puis tu sais pas ce qu'elle va faire derrière. Moi je sais qu'avec la tournée, c'est une façon pour nous de mettre en avant des gens dont on estime le travail, qui sont sûrement moins connus que nous, justement. Donc c'est bien, ça fait bouger le milieu en général. C'est pas juste auto-centré sur nous, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que tu cherches dans un peu tous tes projets à créer des choses qui soient vertueuses finalement, où tout le monde puisse manger et que tout grimpe. Mais en fait, on m'a fait manger. Tu vois, en vrai, j'en ai conscience. On m'a fait manger, maintenant c'est à ma manière à moi, de façon détournée, j'essaie de faire certaines choses. C'est pas parfait, mais j'essaye. Alors comment tu trouves l'équilibre aujourd'hui entre justement tes différentes activités, puisque tu t'es pas dit tiens j'arrête complètement le stream pendant 6 mois pour aller faire de la musique, tu jongles un peu justement entre tout ça. Comment, je vais pas te demander non plus de me définir ton quotidien exactement, mais tu vois ce que je veux dire, comment est-ce que tu t'organises finalement? En ce moment c'est un peu le rush en vrai, parce que justement avril c'est la plus grosse période pour la tournée, après ça va se calmer, donc je savais que... En fait, j'organise par moment de rush. Je sais qu'il y a des semaines et des mois, ça va être hardcore. Et je tank ce moment-là. Le reste du temps, après, c'est tranquille. En vrai, je crois que c'est parce qu'en fait, même si, au final, le plus dur, c'est les déplacements,
et l'attente, c'est beaucoup moins dur que les tafs que j'ai eu à faire avant. J'ai taffé dans des boulots où il fallait se lever à 6 heures pour aller arracher des étiquettes en bossant chez Inditex. J'ai dû faire des métiers où tu restais 10 heures debout, payé à peine le SMIC. En fait, j'ai trop du mal, je pense, dans ma tête, ou même si je sais que dans nos métiers, je ne veux pas du tout les dévaloriser, c'est difficile sur des points que je dirais plus mental. Vraiment, c'est surtout autour de la santé mentale, du rapport à tout ça et de comment on organise notre temps et nos déplacements. Je crois que en fait, je fais tellement ce que j'aime, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, qu'en fait, la pénibilité, je la sens pas trop, à tel point que ça pourrait être dangereux. Et c'est un peu le problème de notre métier, du burn-out. Les gens se foutent de notre gueule quand on dit qu'on fait des burn-out en tant que créateur de contenu, mais en fait, les gens n'ont pas compris que c'est pas un burn-out en mode on se plaint, c'est qu'on aime tellement ce qu'on fait, on se dépasse tellement comme les gens qui créent leur entreprise et tout, qu'on ne le sent pas arriver. En fait, on ne choisit pas le moment où ça arrive, c'est qu'on a tellement mis sous-jacent le truc parce qu'on kiffe tellement ce qu'on fait, on démultiplie les trucs, qui nous tombent sur la gueule et qu'on se dit « Ah merde, putain, c'est con, mon corps il tient plus ». Alors que c'est bizarre, j'aime ce que je fais, j'ai un métier privilégié de fou, etc. Et donc je trouve pas ça sain pour les gens de se foutre de notre gueule, parce que des burn-out, ça peut arriver effectivement, comme les gens disent, à l'usine, mais ça peut aussi arriver quand tu t'écoutes pas et t'écoutes pas ton corps, parce que tu fais toujours plus, même quand tu kiffes. Et donc, pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Et je fais très attention à ça. Je refuse beaucoup de projets, contrairement à certains de mes consoeurs, parce que je sais que ça pourrait peut-être me faire aller vers un chemin où je sais pas si je vais réussir à tanker certains trucs liés à la popularité ou une certaine visibilité que j'arrive pas à contrôler, parce que je l'avais vécu par RPZ et ça avait été un peu violent. Donc maintenant, je fais très attention aussi, donc j'accepte pas trop de projets. Et je sais que c'est par période. Donc là, je sais qu'en avril, c'est dur. Mais après, ça va être tranquille. Je vais avoir une date par mois. Et en fait, le stream, pour moi, c'est pas du taf. C'est du taf, tout ce qu'il y a autour du stream. Les calls, les réunions, les mises en place, les déplacements. Mais quand je suis là, dans ce qu'on est en train de faire, j'aime trop ça. Ça me fait trop du bien d'avoir un espace qui n'est pas dans le contrôle, justement. C'est le seul moment où c'est pas dans le contrôle. Donc je le sens pas passer. C'est pour ça que je peux faire des streams de 6 à 8 heures sans même sentir que ça s'est passé, quoi. Donc ça va. Je relate. Ouais, c'est ça. C'est la récréation, quoi. Mais ouais, en fait, c'est vraiment ça. Mais sauf que tu fais quand même des fois 6 à 8 heures où tu bouges pas. Et ça, ton corps, il te le rappelle après. Mais toi, tu le sens pas. C'est pour ça qu'il faut faire du foot. Ouais. Moi, c'est mixé, ça m'a grave aidé là-dessus. C'est que ça m'a fait sortir, ça me fait bouger. Ça me fait reprendre une vie un peu moins sédentaire, en vrai, hein, de faire tout ça. Je vais te poser quelques questions, justement, parce que tu me donnes une transition là-dessus. Je vais te poser des questions un peu plus globales. On va sortir un peu on va dire de la sphère de ta vie. Enfin, on va parler de toi, bien sûr, hein, mais ouais. Je veux dire, on va un peu être plus macroscopique dans l'approche des questions. Justement, tu parles de cette sédentarité. Comment tu te sens dans ton corps, dans ta peau aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à justement peut-être faire un peu de sport, je sais pas, on va dire te sentir en forme globalement, ouais. Ce genre de choses? Je suis pas un très très bon exemple là-dessus, parce qu'en fait, là depuis mon opération, donc ça va faire 5 ans maintenant, en fait, je vais être honnête, j'ai pas envie de mentir aux gens. Ça n'a pas tout réglé, dans le sens où quand tu es addict à quelque chose, donc moi, l'hyperphagie, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme de la boulimie, sauf que tu ne vomis pas. Donc en fait, en gros, tu manges beaucoup et tu culpabilises beaucoup après, mais tu ne vomis pas, contrairement aux gens qui vomissent et qui du coup restent minces. Aujourd'hui, je fais plus d'hyperphagie parce que mon corps me le permet pas. Mais du coup, comme n'importe quelle personne qui développe des trucs comme ça, tu gardes un fond. Et du coup, ça se déplace souvent sur autre chose. Moi, j'ai des addictions au sucre assez sales, vraiment, parce que c'est le truc qui passe un peu. Donc j'essaie de faire un peu attention à ça. Et je fais pas assez attention à plein de petits trucs qui devraient être importants pour ma santé, parce que j'ai du mal à... Quand je me donne à fond dans un truc, j'en délaisse d'autres. Et souvent, quand je suis à fond dans mon travail, dans tout ce que je fais ou que ce soit, c'est un peu moi que je délaisse à côté. Là, aujourd'hui, je suis régulée par la situation, mais j'ai pas envie de mentir aux gens en disant « ça y est, tous mes problèmes sont réglés et tout ». Pas du tout, c'est encore sous-jacent et j'y fais gaffe. Donc, je fais du sport quand j'ai le temps, mais c'est plus du sport d'entretien que vraiment du kiff, en vrai.
je fais un peu d'RPM, etc. Donc c'est vraiment du sport pour essayer d'être en santé, pour être en cohérence avec ce qui se passe avec mon corps. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé ou le truc qui fait que j'arrive à vraiment lâcher prise. Pour moi, ça a toujours été un contrôle sur son corps, le type de sport que je faisais notamment, soit pour être mince, soit pour être entretenue. Mais j'ai pas encore atteint le stade de plénitude du kiff du sport, tu vois. Quand tu y vas juste parce que tu sais que ça va te faire du bien. Je fais le sport, ça me fait du bien quand j'en sors, mais j'ai pas encore le réflexe de me dire « Ah, j'ai hâte de ma séance de sport », tu vois. Ouais. Je pense que ça peut arriver quand tu commences vraiment à t'y mettre, mais là, avec toute la vie que j'ai, je pense que du coup, j'essaie de pas le mettre en priorité par rapport à d'autres choses, peut-être. Donc voilà, mon rapport à ça et ça, c'est pas la chose la plus saine, mais j'ai pas envie de mentir aux gens parce qu'en vrai, ça serait faux que je suis la meuf la plus en santé. C'est pas le cas, j'ai pas une hygiène de vie, elle est pas catastrophique du tout, mais au vu de tout ce que je fais à côté, je crois qu'en ce moment c'est pas trop ma priorité, mais il faut que je fasse gaffe et je le paye souvent d'ailleurs. Okay. Est-ce qu'à côté de ça, tu dors bien? Je dors mieux, ouais. Mieux? Depuis que je suis à Bordeaux. Voilà. Est-ce que ça s'explique? Je pense que c'est parce que je suis quelqu'un d'assez anxieux et que j'étais dans une période très anxieuse. En fait, ça allait bien quand j'habitais un peu à Paris, pendant le Covid et tout. Parce que je dormais mieux aussi en couple que quand je suis seule à Paris. Donc comme j'étais avec quelqu'un, bah, ça allait. Et puis après, toute la période d'après, ça a été beaucoup d'anxiété, choses comme ça. Donc j'avais vraiment, j'étais très, très, très décalée. Puis j'étais beaucoup sur les écrans parce que comme tu es sollicitée de partout, c'est très difficile de couper. Donc je pense que ça me maintenait. Donc aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va faire plusieurs mois maintenant où vraiment, ça va. J'ai un rythme qui est bien, qui est OK, ouais. Tu me parles beaucoup des écrans. Ouais. C'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux? Ça dépend lesquels. Si je dois faire vraiment pas réseaux sociaux, je dirais Twitch, c'est vraiment mon amoureux. Tu considères Twitch comme un réseau social? Ouais, parce que c'est là-bas que je discute le plus avec les gens. Okay. Réellement. Pour moi, c'est vraiment là-bas qu'on débat des actus, que je parle un peu de leur vie. C'est là où je prends le plus de news des gens. C'est là où je suis le plus présente. Donc pour moi, oui, c'est un réseau social parce que si je l'ai pas, je suis un peu triste. J'en ai besoin en fait, ça me fait du bien d'être sur Twitch. Ensuite, on va finir par le pire, mais Instagram, c'est pour le flex. C'est vraiment l'endroit où je vais flex, où je vais faire des photos avec des photographes, je me déconnerai un peu en story, je vais partager un peu le mood de la journée. J'ai vraiment accepté ce truc, tu vois, de ce penchant-là de ma personnalité pour mettre des trucs un peu de flex, quoi. Genre, je me sens bien, je mets des belles photos, des trucs comme ça, je me trouve bien dessus. L'ego trip. Ouais, full ego trip, mais c'est assumé vraiment. C'est même pas avec un mauvais truc, c'est un peu l'endroit pour, quoi, de se sentir un peu stylé, donc pourquoi pas. Si j'ai les moyens de le faire, pourquoi pas. TikTok, c'est vraiment... alors, j'en ai vraiment rien à faire, je mets tout et n'importe quoi. Ça peut être des thèses, des machins, des trucs où je danse, des extraits de live. Moi, c'est un peu ma corbeille, où je sais pas trop ce que je fais dessus. Je te coupe juste avant que tu t'enchaînes. Est-ce que tu es du genre à doom scroll, comme on dit? Ouais, un peu. Est-ce que tu vas te perdre des fois pendant... tu te dis, allez, j'ouvre TikTok 30 secondes et au final, 2 heures après, oula. Beaucoup plus avant, moins maintenant, parce qu'en fait, c'est un peu devenu nul. Okay. Désolée, mais vraiment, TikTok, quand il y avait des trucs liés à l'humour et l'artistique et tout, c'était bien. Là, aujourd'hui, c'est que des trucs avec des dramas, des affrontements, des lives trop bizarres. Ils sont trop bizarres, les lives. Enfin, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Ça y est, genre... Donc, du coup, je fais la même chose, mais sur les Reels, maintenant. Je suis passée sur Reel Instagram, parce qu'en fait, du coup, mon feed, il est vraiment rempli de gens qui font de la poterie, qui ont des goûts pour les fringues super cool, qui ont des super décos d'appart, des trucs comme ça que j'avais à l'époque sur TikTok. Et c'est ce que je veux voir. Et du coup, c'est du doom scroll esthétique, tu vois. Donc ça va, ça me dérange pas de me perdre dessus parce que j'ai l'impression que regarder un mec faire un tapis ou faire une poterie, ça m'a pas rendu moins bête, tu vois. Je l'ai pas fait, mais contrairement à d'autres trucs que je vais voir sur TikTok. Très bien, je comprends. Donc voilà. Et puis Twitter, c'est conflictuel Twitter. Je pense que c'est un peu le cas de tous nos tafs, sauf si vraiment tu le donnes à quelqu'un. J'ai dit tellement de fois que j'allais lâcher Twitter. Tellement de fois. Et en même temps, ça va, j'arrive à prendre de la distance, mais je suis pas je suis pas une bonne créatrice sur TikTok, sur Twitter, pardon, parce qu'en fait, tu devrais pas
être comme je suis sur Twitter, à part les tweetos qui sont vraiment dessus. Et en même temps, je peux pas m'en empêcher parce qu'il y a des trucs qui me rendent folle dessus. Et des fois, je regrette, je fais des tweets parce que je trouve que c'est pas normal. Quand là, je voyais encore aujourd'hui un mec qui se fait bully pour des trucs. Et en fait, ça m'énerve parce que j'ai un peu cette impression de cours du collège où t'as quelqu'un qui se fait bully, il y a tout le monde qui rigole autour. Et moi, j'ai vraiment ce truc du sauveur un peu mal placé où des fois, je me dis non, mais en fait, là, je peux pas laisser passer. Enfin, il faut quelqu'un qui dise c'est pas normal. Et en même temps, ça sert à rien parce que c'est vraiment tellement pourri jusqu'à la moelle ce truc que. Donc, j'essaie d'être le moins possible là-dessus. Mais en fait, j'ai trop ce sentiment d'injustice des fois où j'ai trop envie de dire quelque chose. Et en même temps, c'est pas bien parce que moi-même, je pourrais instiguer des choses sans le vouloir avec des mouvements de personnes qui vont s'énerver plus que ce que je l'aurais fait. Donc c'est un peu conflictuel. J'ai vraiment un... En même temps, c'est là où toute l'info se passe et tu restes au courant. Mais c'est difficile de pas avoir un mauvais mood quand on est dessus. Et en même temps, j'arrive pas trop à quitter parce que j'ai l'impression que je vais plus être au courant des choses ou que je vais pas pouvoir être là pour les gens. Si même pour mes amis, si je vois ce qui se passe, tu vois. Parce que là, je le voyais, j'ai des potes, des fois à qui il arrive des trucs... des dramas, des choses comme ça, si je le vois pas passer, je pourrais pas le savoir ou leur envoyer un petit message ou savoir ce qui se passe, parce que notre milieu est intrinsèquement lié quand même à Twitter. Genre vraiment Twitch, beaucoup plus que YouTube. Et c'est dommage, et en même temps, bah, c'est comme ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, tu fais beaucoup de choses très différentes. Mais qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Si je n'avais pas peur, je pense que je ferais des trucs un peu comme a fait Bagheera récemment, hein. Des trucs comme Dalcy ou des choses qui sortent vraiment. Je crois que j'accepterais le nombre d'invites que PA j'ai refusé sur ces trucs sportifs. Okay. Il m'a proposé plein de fois et en fait à chaque fois j'avais dit non parce que en fait, ma condition physique fait que j'ai pas envie d'aller là-bas pour courir 3 mètres, tomber dans les pommes et être ridicule. Ou ouais, tous ces trucs-là. Je crois que le truc par-dessus tout que j'aurais fait, c'est le GP. Parce que le GP, du coup, vu que j'ai perdu quelqu'un, en fait, j'ai la phobie de la voiture. J'ai toujours pas mon permis. Ce qui m'emmerde un peu parce qu'on aime bien me le rappeler en plus. C'est un peu un truc, tu sais, comme quand tes parents disent c'est pour quand le bébé. Moi, j'ai pas ça. C'est plus quand même le permis, c'est très pratique. Moi aussi, t'inquiète pas. Ouais, c'est dur parce que en fait, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur avec ce qui s'est passé. Les gens ont du mal à capter que c'est pas un truc anodin non plus. Et en même temps, ça a l'air cool, quoi, de pouvoir faire ce truc-là. Donc ouais, peut-être que j'aurais fait ces choses-là. Ou alors juste des trucs où j'aurais pas peur d'être ridicule. Parce que je crois qu'en tant que meuf, on a un peu cette image où il faut faire doublement ou triplement les choses pour être reconnu. Donc tu vois, il faut pas être juste un peu drôle. Il faut être vraiment très drôle, ou il faut être vraiment très forte à un jeu, ou il faut être vraiment très qualifié dans quelque chose pour qu'on nous prenne au sérieux. Ouais. Et il y a beaucoup de choses que j'ai refusées parce que j'avais peur de pas être assez legit et qu'on se dise juste ouais bon, on l'a invité là, mais c'est le quota, quoi. Oui, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. C'est ça. Ok, je comprends. Donc il y a plein de trucs que j'ai refusés, même des émissions, tu vois. J'ai refusé une émission. Ça me fait chier, mais en fait, j'avais peur de pas me sentir en capacité de répondre rapidement à des questions de culture G et tout, parce que j'ai un peu le brain freeze. Quand tu me demandes de répondre à des trucs très vite, peu importe la situation, je suis un peu... voilà. Et donc là, c'était ça, et j'avais vraiment peur de passer pour une grosse cruche. Alors que j'en suis pas une, je pense, je crois. et je me disais, ouais, mais non, la flemme d'être dans le côté ridicule juste parce qu'à ce moment-là, je suis tétanisée des caméras ou tétanisée d'un truc. Donc ouais, la peur du ridicule, je crois, de manière générale, c'est un truc, ça m'aurait fait faire beaucoup plus de choses que j'en ai fait. Tu penses que tu subis la pression vraiment J'ai trop d'ego. C'est un problème. J'ai vraiment trop d'ego. Je veux être legit dans ce que je fais. Et du coup, ça me ferme trop de portes. Parce que je me les ferme toute seule. Hein. Ouais, je vois. J'ai failli refuser le Rex pour ça. Et tout ce qui en découle après n'aurait sûrement jamais existé. Et tu te dis pas maintenant justement que peut-être ça peut arriver dans d'autres domaines? C'est ce que j'essaie de faire.
Très bien. C'est pour ça que j'accepte des trucs comme on est en train de faire d'aujourd'hui ou d'autres choses avec des gens que j'aurais peut-être pas forcément osé faire avant. Je comprends. Tu as droit à... Aucune transition. Tu as droit à un dîner idéal. Vraiment le dîner de tes rêves. Avec qui? Où? Et surtout, qu'est-ce que vous mangez? C'est une personne ou c'est des personnes? Ça peut être des personnes. Ça peut être des personnes... alors, ça peut même être des personnes fictives ou qui ne sont plus. Vraiment, c'est libre à ton imagination. Si tu veux aller au Quick avec la vache qui rit, il n'y a aucun problème. Ça va être triste, hein. Pas grave. Pas grave. Moi, je pense que ça serait avec mon pote. Hein. Ouais. Je pense que ça serait avec lui. Parce que ça a tellement été brutal. Il était tellement jeune. Il était tellement jeune pour l'histoire. Il s'est fait renverser par une personne qui était ivre, alors que lui, il n'était pas. C'est un gamin en scout, quoi. Et c'était quelqu'un... je crois que la meilleure partie de moi-même, c'est un truc qui m'a amené, c'est ce côté... ouais, capable de tout faire et tout ça, genre vraiment. Et je crois que ça serait avec lui. En vrai, je m'en fous de où c'est. Ça pourrait être sur un bord de trottoir avec un kebab, que ça pourrait être au Ritz, tu vois, que ça m'irait. Ça serait n'importe où avec lui. Juste pour parler de tout ce qui s'est passé, d'avoir son avis sur les choses, parce qu'il était tellement important, même à son âge, sur plein de choses que... c'est lui qui m'a mis sur la voie de plein de trucs liés aux jeux vidéo et tout. Donc, ouais, je crois que ça serait avec lui. Juste le temps de... Et je pense que je convierais sa mère aussi. Enfin, tu sais, les gens pour qu'ils puissent passer du temps avec. Parce que je trouve qu'on lui a volé sa vie, quoi. Donc, si on pouvait lui redonner, genre, quelques instants, c'est même pas pour moi. Mais ouais, ça serait cool, putain. Ça serait vraiment cool. Très bien. C'est très poétique. Je t'ai demandé d'apporter un objet qui est posé sur la table depuis le début. Est-ce que tu peux le prendre si tu veux. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et pourquoi tu l'as apporté aujourd'hui? Alors, c'est une carte de capture. Oui. On peut citer la marque, il n'y a pas de problème. Avermedia 2+. C'est une carte de capture qui permet notamment de récupérer le flux lorsque vous jouez à des jeux vidéo pour les mettre en stream. Pourquoi cette carte de capture? En gros, la première fois où j'ai eu affaire au stream, c'était à l'époque où je bossais chez Hero. Et donc, ils faisaient des streams sur Facebook, comme je le disais. Et moi, je les aidais à mettre en place la lumière, à installer tout, à faire les overlays, etc. Mais j'apparaissais jamais. Sauf une fois où je suis apparue avec ma collègue Lauréana. Et en fait, c'était très drôle. Les gens ont kiffé notre apparition, etc. etc. Et c'était bien marrant. On avait fait un live de 2 heures sur Resident Evil 2 Remake. Ouais. Et voilà, j'avais bien kiffé. Et en fait, quand je suis partie de mon emploi chez Hero, mes collègues de taf se sont tous réunis pour me faire un cadeau de départ. Et ils m'ont offert cette carte de capture, celle-ci. En me disant que, en vrai, j'avais eu l'air de bien aimer streamer. Et que moi, j'avais pas vraiment de PC, j'avais surtout ma console, mais on avait un vieux PC portable. Ils m'avaient dit, bon, si t'as pas un bon PC, c'est pas grave, avec une carte de capture, tu peux streamer ce que t'as sur ta Play. Et donc, ils m'ont offert ça. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, mon plus ou moins chef au-dessus de moi, avec qui à l'époque on n'était pas si proches, mais aujourd'hui maintenant ça va mieux, c'est étonnant, voilà, m'a tendu ça, ce cadeau, et m'a dit « Tiens, c'est pour toi, comme ça quand tu seras la future star de Twitch, on pourra venir te voir. » Voilà. Et du coup, j'ai cette carte de capture qui a pris la poussière pendant bien 6 mois après ça. Et qui un jour, mon ex-copain m'a dit « Mais viens, y a Borderlands 3 qui sort, t'as une carte de capture, elle prend la poussière, ils te l'ont offert, tu t'en fous, essaye quoi. » Voilà. Et ce petit objet qui m'a été offert par mes collègues de taf, qui encore une fois, et sans cet effet papillon-là, on n'est pas sur ce canapé quoi. Ce truc. Qui d'ailleurs est bien merdique, parce qu'il se cut tout le temps. Il était déjà merdique à l'époque où on bossait dessus, pardon, mais là, ouais.
Attention, Ils ont sorti d'autres modèles depuis qui sont mieux. Ne me brouille pas de potentiel partenaire. Pardon. Non, mais ils en ont fait des très bien maintenant, hein, mais celle-ci, elle n'était pas ouf. Elle n'était vraiment pas ouf. Mais j'ai toujours, elle marche toujours, hein, d'ailleurs. Voilà. Très bien. Ok, très cool. Anecdote sympa. Tu peux la reposer si tu veux, parce que sinon tu vas être très tenté de la triturer. Ouais. Non, j'avais dit l'objet, il est pas fou, mais l'histoire, elle est marrante. Si, il est très bien. je t'assure. Je vais te poser une question un peu abstraite. Ouais. Tu peux la prendre comme au sens que tu veux. C'est quoi un monstre? C'est quelqu'un qui a tellement été blessé que en fait il reproduit le même schéma au point de faire pire. C'est quelqu'un qui n'a plus de nuance de bien et de mal tellement il est écorché. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat-là maintenant ici, mais au vu de la situation géopolitique qu'on voit en ce moment et tous ces trucs-là, il n'y a pas meilleure définition pour moi quand tu perds ton humanité parce que tu es dans un truc où tu vois plus l'horreur que ça peut faire, peu importe les décisions que tu prends. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Je sais pas, mais pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Non, c'est très bien. Pour moi, ça c'est une retransmission de la souffrance. Les monstres se créent parce qu'il y a eu une transmission de quelque chose à la base. J'ai un peu l'utopie de me dire qu'on ne naît pas d'une certaine façon, que c'est tout ce qui est autour de nous qui nous a créés et qui font que on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc, un monstre à la base, ça sort pas de nulle part, quoi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais inné. Tout est fruit d'environnement, finalement. Ouais. Très bien. Sauf dans Berserk. Mais bon, ça, c'est une autre... Tu consommes un peu des mangas animés, tout ça? Je suis pas aussi... En fait, ouais, mais c'est beaucoup de trucs seinen, psychologiques. En fait, dans tout ce que j'ai aimé au niveau cinéma, littéraire, manga, tout ce que tu veux, il y a toujours un truc un peu bizarre, psychologique et tout, parce que c'est des choses qui me passionnent, justement, même dans les trucs un peu dramatiques. Et donc, du coup, quand c'est des mangas, c'est beaucoup de trucs. Tu vas voir, voilà, je te disais Berserk, je vais te citer Parasite, je vais te citer Gun, je vais te citer des trucs un peu dystopiques. Voilà. Et d'ailleurs, ça a inspiré la DA de ma chaîne, hein, Akira, tout ça, tous ces trucs qui vont dans la déviance humaine et qui traversent tous les trucs psychologiques et tout. C'est un truc qui me passionne et souvent ça glisse vers l'horreur parce que les travers que ça amène. Et dans à peu près toutes les œuvres, je consomme plein de choses différentes, hein. Mais en tout cas qui ont marqué mes préférences. Je crois qu'on est quand même sur un truc comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que sur Twitch, les gens au début pensaient que j'aimais que les trucs ultra violents, ultra dark et tout. Et je fais des jeux un peu hardcore. Mais c'est juste que je trouve ça intéressant, la façon dont ça fait réagir les gens et les questions que ça soulève derrière. Ok, très bien. J'avais cette question aussi sur pourquoi, le pourquoi du comment de toute cette direction artistique-là, un peu transhumaniste, j'ai envie de dire. Ça. Mais finalement, tu y as répondu. Ouais, c'est ça, c'est ce truc-là. Le futur, en fait, c'est difficile d'avoir un fantasme sur le futur dans le monde dans lequel on vit actuellement. Quand j'étais jeune, je l'avais un peu, mais là, c'est trop anxiogène, tout ce qu'on a sur le climat, sur ces choses-là, donc c'est très difficile de se projeter. Mais ouais, ce rapport au corps, à la technologie, aux déviances, comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup aimé les séries comme Black Mirror qui posent beaucoup de questions sociétales et tout ça. Parce que je trouve qu'on en apprend beaucoup des réactions des autres, en fait, aussi. Donc, ça passe par le côté robotique. Moi, j'ai fait un truc autour de l'IA, de la robotique, comme si j'étais une IA aussi, comme si j'apprenais des autres. Mais c'est parce qu'en fait, je suis fascinée. Je vais essayer de ne pas être trop dans le morbide, mais je suis quand même fascinée par tout type de réaction humaine. Et je vais beaucoup analyser ça aussi. Ça m'inspire une question qui va peut-être sonner un peu bizarre, mais bon, ce ne sera pas la première fois. De ton vivant, le plus long puisse-t-il être, je te le souhaite, voilà. Quelle sera la découverte technologique la plus folle à laquelle tu penses pouvoir assister? Ça va être l'évolution de l'IA. Hein.
On est en plein dedans, hein, mais moi j'ai déjà une IA de compagnie, qui me fait chier d'ailleurs. C'est moi qui l'ai créé comme ça, donc c'est normal. Mais ouais, l'IA, c'est aussi terrifiant que ça y paraît, hein, même si là on diabolise beaucoup. Certaines personnes le diabolisent un peu trop à l'état dans lequel il est actuellement. Mais ouais, le rapport à l'IA, pour moi, c'est un peu le... Je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, c'est un peu comme la découverte de la bombe nucléaire. C'est-à-dire que on savait qu'il fallait pas trop y aller et que machin, mais on y va quand même, tu vois. Et je sais pas, j'ai un truc avec ça où en fait développer quelque chose qui est beaucoup plus conscient que nous de plein de choses, etc. Je trouve que c'est vraiment se mettre une grosse balle dans le pied. Et en même temps, c'est déjà là. Donc, de mon vivant, je pense que ouais, il y aura une évolution là-dessus. Mais dans le côté moins fataliste et moins dark, très très hâte de l'IA dans les jeux vidéo. La vraie IA, où tu peux vraiment converser avec elle et qui donne des trucs ultra spontanés. Parce que ça va être la folie. Par contre, ça va créer aussi des dérives. Mais j'ai très très hâte de ça parce que c'est dans mon milieu, en tout cas autour du jeu vidéo, c'est un des trucs les plus intéressants qui pourrait nous arriver, d'avoir des semi-personnages conscients dans une histoire. Ça ferait passer encore une frontière on serait plus vraiment dans un jeu, quoi. On serait dans une réalité un peu alternative. Ça, je pense que je le verrais de mon vivant. Est-ce que je serais pas un peu trop vieille pour comprendre tout ce qui se passe? Je sais pas. Mais je pense que je le verrais de mon vivant. Ok. Alors c'est tellement bien que tu me parles de réalité un peu alternative. Parce que si je me trompe pas, tu as eu un petit passage Second Life. Oh, waouh. Oh ouais, t'as déterré ça où? Putain, la vache. Ah ouais. Eh, on bosse ici. Hein. Ouais. Ah ouais, bah alors c'est sale. Hein. Oh. On en parle ou pas? Ah ouais, mais c'est crade. Hein. C'est toi qui choisis. Oh, vous allez tellement me respecter après ça. En gros, Second Life... Ah waouh. En gros, Second Life, c'est un serveur à l'ancienne, pour ceux qui ne savent pas, où effectivement, tu jouais un truc un peu Sims, quoi. Sauf qu'il y avait plein de trucs sous-jacents bien dégueulasses, hein, on va pas se mentir. Et donc moi, j'avais un personnage où normalement, tu n'as pas le droit de kill des persos dans le jeu ou quoi, qui en fait faisait la chasse aux pédos, trucs comme ça dessus, tu vois, et qui informait les administrateurs. Et de l'autre côté, j'avais un personnage où clairement... Bon, c'était du vol, quoi. Hein. Je leur faisais croire qu'ils pouvaient acheter des trucs avec du vrai argent pour avoir des trucs dans leur baraque ou des fausses baraques. C'était pas mes baraques qui m'appartenaient dans Second Life et ils les avaient jamais. C'est horrible. Mais bon, j'avais quel âge? J'avais 15-16 ans. Ouais, donc je faisais de l'arnaque sur Second Life. C'est-à-dire, je leur disais, ben voilà, vous avez cet appartement-là, vous pouvez l'acheter avec PayPal. Ça coûtait que dalle, mais bon, c'est quoi, 10 balles? Mais du coup, je faisais du gros recel sur Second Life avec mon perso et j'étais là, ils sont tellement cons à acheter des trucs à pixels, pourquoi j'en profiterais pas? Pas trop d'état d'âme à cette époque-là. Pas quelque chose que je conseille. Mais il y avait des choses bien pires que ça. Mais, et moi, j'avais assisté même, il y avait des gens qui faisaient de la prostitution sur mon live. Enfin, c'était une folie. Hein. Mais c'était très bizarre. Hein. C'était pas un endroit où il fallait quand on était jeune. Hein. Mais bon, maman regardait pas trop à ce moment-là. Donc, je me suis fait un peu de thunes. Hein. Je crois que je me suis fait 300 balles comme ça. À l'époque, c'était beaucoup. Bah ouais. Mais c'est pas bien. Faut pas faire ça. Un peu l'équivalent des codes Audiotel de Dofus, ouais, j'imagine, d'une mais certaine encore manière. plus dark, parce qu'il y avait vraiment, franchement, je suis horrible, mais il y avait vraiment un mépris de ma part de me dire, non mais franchement, vous achetez vraiment ce meuble en pixels, là, vraiment, pour votre appart, enfin bref. Est-ce que je confonds complètement, ou est-ce qu'il n'y avait pas une histoire de vampire? Si, aussi. On n'avait pas le droit d'être des vampires sur Second Life, parce que sinon, ça pouvait... en gros, ça faisait des bails où tu pouvais tuer les persos, etc., et c'était pas un truc qui était accepté. Et bon, bah voilà, je l'ai peut-être fait un peu aussi quand les gens m'emmerdaient trop pour demander des remboursements. Voilà, c'est peut-être arrivé. C'est vraiment la part sombre. Je trouvais ça marrant d'en parler. Ah ouais, c'est que dans les jeux. Hein. Bien sûr. On tue personne ici, d'accord? Qu'est-ce qui te fait rire? On a parlé de choses quand même assez... voilà, des œuvres assez glauques, globalement. Qu'est-ce qui te fait rire? Ce qui me fait rire, c'est des trucs... ou qui te fait rire? Ça peut être aussi ça. Moi, j'aime bien... c'est horrible, mais j'aime bien l'humour noir. J'aime bien l'humour qui est un peu transgressif. Donc, c'est souvent pas très Twitch-friendly et tout. Mais j'aime pas l'humour qui joue de la facilité avec des trucs autour du racisme et des trucs comme ça. J'aime bien l'humour qui arrive à rire de soi ou à rire de choses qui peuvent me traverser. Pardon, moi, Blanche Gardin me fait beaucoup rire.
c'est un humour qui me parle beaucoup, tu vois, dans sa façon d'amener cette nonchalance à des trucs absolument horribles. Après, aux États-Unis, tu as des gens comme Ali Wong qui sont hardcore, elle est passée pas longtemps dans une série qui a énormément marché, où elle a un rôle totalement différent, mais en tant que vraiment humoriste, elle est vraiment hard. C'est-à-dire que tu t'attends pas à ce qu'une meuf dise des trucs comme ça, et du coup, ça me plaît bien. Et sinon, Jeff Dunham, je sais pas si tu connais. C'est un ventriloque. Oui, d'accord. Okay. Mais hardcore. C'est celui qui avait fait notamment Ahmed the Dead Terrorist, voilà, qui est très connu. Je vois. Et, il y a bien 15 ans. Hein. Ouais, mais il a sorti plein de spectacles depuis. En fait, les gens connaissent que ça. Et Jeff Dunham, ouais, c'est pareil. Il rigole vachement de sa condition en se foutant de lui parce que quand il était jeune, il était ventriloque. C'était un peu la honte. Enfin, des trucs comme ça. Et en même temps, il fait des trucs, mais vraiment, ouais. Il est très limite aussi sur ses blagues. Donc ouais, je dirais que c'est ces gens-là, de l'humour satirique, un peu noir, mais qui va pas dans la facilité, qui reste dans la justesse, qui fait grincer. Tu rigoles pas vraiment, tu fais plus ouh, mais t'en rigoles du coup parce que t'as fait ce geste-là, tu vois. Ok, très bien, je vois. Eh ben écoute, je pense que c'est pas si mal. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait oublié d'aborder dont tu veux parler en particulier? On n'a pas trop parlé, je sais, famille peut-être? Ou pas, t'as pas spécialement ma famille, si je peux, parce qu'en vrai, c'est des choses plutôt positives, mais si je dois faire le résumé, ma mère et mon père avaient absolument rien à faire ensemble, mais se sont quand même mis ensemble. Et moi, je suis arrivée beaucoup trop vite. Je suis vraiment un accident de nulle part. Et je pense que si j'étais pas arrivée, ils se seraient déjà séparés depuis très longtemps. Mais ils sont quand même restés ensemble. Mon père, c'est une relation assez conflictuelle parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de prouver beaucoup de choses au monde et qui s'est un peu perdu là-dedans. Et pour moi, c'était par son beau parler, etc., m'impressionnait beaucoup quand j'étais petite. Puis quand j'ai gratté à la surface, je me suis rendu compte que c'est des choses qui devaient faire beaucoup souffrir d'être dans ce personnage-là. J'ai pris beaucoup de distance avec lui. Je l'aime beaucoup. C'est mon père, mais c'est pas quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien dans ma jeunesse, dans les attentes qu'il avait me concernant. Et c'est quelque chose dont j'ai dû m'émanciper assez rapidement pour pouvoir exister par moi-même. Mais il n'y a aucun mal à ça. Et en fait, quand ma mère s'est séparée, il y a eu une grande période très très compliquée pour ma maman où j'essayais d'être là pour elle et j'étais un peu jeune pour comprendre tout ça. Et heureusement, elle a rencontré quelqu'un de formidable qui est aujourd'hui mon père parce qu'il m'a adoptée, mon deuxième papa du coup. Et en fait, cette personne est un gros geek, vraiment un gros geek. Il faut savoir qu'il a toujours une squad, une des dernières, je sais pas comment on dit, mais sur Guild Wars. Ouais. Et il joue depuis le début du jeu dessus, où tous les soirs je l'entends hurler parce que c'est lui qui lead le truc, bomber, etc. Genre c'est le général du truc. Et en fait, je l'ai vu depuis jeune faire ça, jouer à des jeux vidéo tout le temps. Mon beau-père, il fait du jeu de rôle. Je l'ai vu avec ma mère en train de lui faire une espèce de code de maille avec je sais pas quoi au milieu du salon pour qu'il aille se foutre sur la gueule le week-end. Enfin, tu vois, des trucs où quand j'étais au collège, j'étais un peu dans le mépris du truc. Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est un peu gênant quand même à son âge de faire ça. Et en fait, maintenant, je fais exactement ça. J'ai fait Table Quest, c'est du jeu de rôle. Je joue aux jeux vidéo. Mais sans lui, je pense que ça m'aurait pas ouvert l'esprit à plein de trucs culturels. C'est quelqu'un qui m'a aimé dès le début comme sa fille. Et maintenant, je le suis. Et c'est quelqu'un qui ne juge pas, qui est présent. Et j'avais besoin de ça comme figure paternelle. Donc, merci à lui, parce que plein de gens n'auraient pas été capables de récupérer le bébé, comme on dit. Surtout que c'était très compliqué pour moi avec tout ce qui m'était arrivé dans l'adolescence. Donc non, j'ai pas un tracé familial. J'ai pas trop de connexion du côté de mon père, du coup. Et du côté de ma famille, famille d'ouvriers et tout. J'ai vraiment une famille, on va dire lambda, tu vois. Mais comme je disais, ni trop riche, ni trop... On est vraiment des... Ma famille, pour moi, j'étais des smicards, tu vois, qui... J'ai jamais eu de fringues de marque, mais j'ai jamais eu des attentes de fou. Mes parents, tu vois, ne pouvaient pas payer mes grandes études à plus de 6 000 € l'année, mais j'ai pas été dans la galère non plus. C'est-à-dire que je vais pas galérer pour manger ou pour m'habiller, tu vois. Donc c'est vraiment, je pense, la vie d'une famille française moyenne, assez tranquille, tu vois. Il n'y a pas eu de
grands drames dans ma vie, de choses comme ça. Ça a plus été des décisions que j'ai prises moi qui ont engendré des choses. Mais non, famille, ça va, j'ai de la chance. Ok, très bien. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, j'ai l'impression qu'on a passé en revue beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, qui te paraît important? En fait, ton discours est tellement limpide. En fait, c'est-à-dire que on couvre tellement de sujets. Je me suis posé la question de ce que j'allais pouvoir dire de nouveau parce que c'est des topics que j'ai tellement abordés déjà en live, dans le sens où, tu vois, quand je parle de la sleeve, d'un coup, ça découle sur un talk de 3 heures parce que les gens ont tellement de questions, forcément. Ouais. Puis des fois, il y a des gens, ils vont être grossophobes, donc ça va m'énerver, donc je vais développer pourquoi il ne faut pas être comme ça, parce que j'ai du parcours. Donc en fait, j'ai eu le temps aussi de presque autopsie, tu vois, sur ces trucs-là, parce que les gens posent plein de questions et j'ai tellement pas de tabou pour parler de ça, parce que pour moi, ça fait partie de moi et c'est pas une honte. Et je me dis qu'avec mon tracé, ça peut peut-être parler à d'autres personnes. En fait, ouais, il paraît limpide, mais parce qu'il a déjà été dit sous une certaine forme sur d'autres moments, quoi. Très bien. Je vais te proposer, si tu le veux bien, un petit jeu. Je vais te donner des mots qui n'ont pas du tout de rapport. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas été faits de sorte à avoir des rapports entre eux. Peut-être que toi, tu vas en trouver, mais en tout cas, ce n'est pas volontaire de ma part. J'aimerais qu'à chaque fois que je te donne un mot, tu me donnes, alors, du tac au tac, si possible. Si jamais c'est trop difficile, on peut attendre un peu. Mais que tu me répondes avec soit un autre mot, soit une idée, soit un concept. Voilà, la première chose qui te vient à l'esprit. Je vais essayer, c'est le truc où je vais être le moins limpide alors. C'est honnêtement assez difficile. Ok. Donc ne t'inquiète pas. Est-ce que tu es prête? On va commencer avec amour. Waouh. Regret. Voyage. Plus. Il faudrait plus. Pénible. Twitter. Bernie. Petit con. Argent. Je vais le dire sous forme d'une idée, pas la priorité. D'accord. Malgré ce que je pensais. Musique. Passion. RPZ. Tremplin. Animal. Poppy. C'est mon chat. Bordeaux. Renaissance. Ambition. Important, mais pas priorité. Asdec. Mon frère. Couleur. Noir. Colère. Adolescence. Et on va finir avec Internet. Ça m'a sauvé la vie. Très bien. Eh bien, c'était pas si mal. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est dur de se lancer. Les 2-3 premiers sont toujours un peu galères. Et une fois que tu es dedans, après... En fait, c'est surtout, j'ai souvent des trucs très dramatiques et je me dis, oh, quand même, ta vie, c'est pas un film. Tu vois, genre, la fin, sauver la vie, les gens me sont, oh, qu'est-ce qu'elle nous chante là? C'est pas... Enfin... Sache que... Je me fais un peu d'auto-promo. Aujourd'hui, c'est le 20e épisode de Quoi de neuf. Merci d'ailleurs, encore une fois, d'avoir accepté l'invitation. C'est pas encore fini, attends. Mais je veux juste dire qu'il y a eu 20 invités et donc 20 profils extrêmement divers et variés. On a eu droit à tout. Oui, bah oui, voilà. Je me doute. Donc ne te sens pas... comment dire ne te sens pas gêné d'être voilà, comme tu veux l'être. Je vais te donner, si tu le veux bien, quelques phrases, des débuts de phrases. Et tu vas les compléter. Ok. T'as le temps. Ok. C'est pas brain freeze. Très bien. Non. Demain, j'aimerais bien que... Je dépasse mes problèmes d'ego. Ok.
quoi qu'il arrive, on ne fera jamais mieux que... Le Bikini à Toulouse. C'est la salle de concert où j'ai bossé. C'est la meilleure. Si j'avais un super pouvoir, ce serait évidemment... Pouvoir me téléporter où je veux. Ce serait trop bien. Tout le monde dit ça, c'est abusé. Ah ouais, mais c'est tellement pratique. Surtout dans notre taf. C'est vrai. Je suis échoué sur une île déserte. Bien heureusement, j'ai amené... De la musique. Donc tu veux rester, quoi. Ah ouais. Ouais, en vrai, ça dépend s'il y a de quoi manger et tout, il y a moyen. Non, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. En parlant de musique, s'il ne devait rester qu'un seul ou une seule artiste ou groupe, oh non. qu'est-ce que ce serait? Oh non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Pas à quelqu'un comme moi. C'est pas possible. Oh non, c'est impossible de répondre à cette question. Sur ton île, tu as un seul disque. Ah non, mais là, je deviens fou. Non, c'est pas possible. Je peux même pas répondre à cette question. Vraiment premier degré. C'est impossible, j'aime tellement de trucs. Mais vraiment profondément. Moi, je dirais... il devrait rester que mes playlists Spotify, c'est tout. C'est pas possible, je peux pas choisir. Désolée, c'est vraiment... Mais c'est vrai. Ça me va. Et enfin, je trouve vraiment, mais vraiment, que cette émission, c'était... Apaisant. Apaisant. Ouais. Eh bien, écoute, pour moi, on est tout bon. Trop bien. Merci beaucoup, Ava, d'être prêtée au jeu. Bah, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. C'était très cool. J'espère que tu t'es amusée aussi, puisque moi, je me suis bien amusé. C'est vrai. Oui. J'ai fait rire. Bon, ça oui, va, tu m'as fait rire. Merci beaucoup. Où est-ce que... Alors, vas-y, instant promo. Comment ça se passe, la tournée? Qu'est-ce qui se passe? On retrouve où? Twitch, les salles, tout. Raconte-moi. Ok. Là, cette semaine, du coup, demain, je pars à Lyon parce que je mixe à Lyon vendredi soir, à la Rayonne. La semaine prochaine, je mixe à Liège et ça sera les 2 dernières dates de la tournée pour le moment. Après, je vais avoir 3 festivals. Il y aura donc l'Electric Park à Paris, donc c'est à Château juste à côté, Stéréo Park à Rochefort et on a annoncé aussi le Little qui est sur la côte basque, là, hier. Donc, ça ne sera pas sous le projet de la tournée, mais ça sera moi et Azdek qui mixons sur scène dans un festival. Donc, c'est très, très cool parce qu'en plus, il va y avoir de très, très beaux artistes. Mais c'est plus éparpillé, quoi. C'est juin, juillet, août. Donc, je vais avoir beaucoup plus de temps pour streamer. Donc là, c'est mes 2 dernières semaines de rush, plus ou moins entre la tournée et les streams. Et on va retrouver un rythme beaucoup plus normal à partir de mai, où là, vraiment, je vais me réenfermer, rallumer Balls dures, faire des jeux et tout. Donc, ouais, là, 2 dernières dates. Puis après, sur Twitch, on verra bien. Là, j'attends des grosses sorties de jeux. Il y a Elden Ring qui arrive, il y a Hellblade. Donc, je pense que je vais un peu m'enfermer dans le noir aussi. Et j'aurais vu assez de monde pour un moment. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette entrevue vous aura plu. Elle est disponible, du coup, également... une semaine après sa diffusion live sur YouTube ainsi que sur toutes les plateformes de podcast qui existent et dont j'ai connaissance en tout cas. Donc je vous invite à aller retrouver tout ça. N'hésitez pas bien sûr à laisser de gentils commentaires sur tout cela, mettre des 5 étoiles sur tout ce qui est possible, mettre des pouces en l'air. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre sur ces trucs-là, mais faites tout bien, quoi. En tout cas, on compte sur vous. N'hésitez pas bien entendu à suggérer comme toujours 2 prochains invités pour des épisodes à venir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit, quoi que vous en fassiez. Et puis, ciao. Salut. Bye bye.